La France est-elle le pays de la corruption politique et financière? Quelle est cette nouvelle loi qui empêche de savoir si des sociétés écrans contrôlent nos entreprises nationales? Comment le système empêche médias et justice de révéler les grandes affaires de corruption? À ces questions répondra Philippe Pasco, administrateur d'Anticor, association nationale citoyenne contre la corruption et pour l'éthique politique. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale corruption parce que voilà un sujet dont personne ne parle, personne ne dit mot, bouche cousue. Eh bien, aujourd'hui, on va en parler. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Regardez, c'est la lettre de ce mois-ci. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Nous avons d'ailleurs un nouvel auteur, Jean-Michel Vernochet. Il parle de wokisme, transhumanisme. Allez-y, c'est excessivement intéressant. Abonnez-vous. Donc aujourd'hui, on reçoit Philippe Pasco, gilet jaune, administrateur Anticor, ancien élu, homme de médias. T'as tous les chapeaux, hein. Ouais, j'ai même 6 enfants. Ah, rien que ça. Et j'arrête là, j'en ai assez. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu es plus? Gilet jaune, plus homme de médias, élu Je pense qu'à mon petit niveau, je suis un petit éveilleur de conscience. C'est-à-dire que je sais aussi remettre en place les pulses de dysfonctionnement qui, par leur éparpillement, les gens ne se rendent pas compte. Et c'est dans ça que mes livres ont été intéressants. Parce que, par exemple, quand j'ai sorti Pilleurs d'État, j'ai référencé tous les privilèges et tous les privilèges et les droits, enfin les droits, et les privilèges que s'octroyaient les élus à l'époque, et qui s'octroient toujours d'ailleurs, et les gens ne savaient pas. Les gens ne savaient pas, ils avaient l'impression de savoir, mais ils ne savaient pas. Donc je regroupe ça, et je m'aperçois que je deviens de plus en plus effrayé, parce que la corruption en France est en train de devenir endémique. C'est-à-dire que le pays, si on laisse faire, est en train de devenir une mafia institutionnalisée. Ben, elle l'est déjà, j'imagine. Alors, on a encore quelques espaces de liberté, comme ici, comme André Berkoff, comme certains journaux qui ne sont subventionnés par aucune subvention d'État ou ailleurs. Mais ça se restreint et l'étau se resserre de plus en plus. Le gouvernement actuel, je suis effaré, je n'ai jamais vu depuis 1958 autant de, entre guillemets, corruption, je mets des guillemets, parce qu'il faut faire attention, dans un gouvernement tel que celui d'aujourd'hui. Quand je dis corruption, ça ne veut pas forcément dire prison. On va démarrer tout de suite. C'est-à-dire que sous le gouvernement Hollande, ça vous parle Hollande, c'était Flamby, c'était le gouvernement d'avant. Ça nous parle parce qu'il fait son comeback. Oui, mais ils font tous leur comeback. La politique est tellement bonne, la gamelle est tellement bonne que tous ces gens-là reviennent à la soupe. Sous le gouvernement Hollande, j'avais référencé 30% des membres du gouvernement Hollande qui avaient eu affaire à la justice ou au fisc. Écoutez bien, qui avaient eu affaire à la justice ou au fisc. Sous le gouvernement Macron, depuis 2017, j'en suis à 60%. 60%. C'est-à-dire que 60% des gens du gouvernement ont eu affaire au fisc ou à la justice. Et ces gens-là nous disent qu'on doit laver propre. Et ces gens-là nous disent que nous, on doit respecter la loi. Mais eux, ils ne la respectent pas. Vous vous rendez compte qu'en France, on a un garde des Sceaux qui a été mis en examen. Alors certes,
Il est passé au tribunal. Oui, alors qu'il était ministre. Oui, il est passé au tribunal, à la cour de justice, parlons-en. Responsable mais pas coupable. Lui, il était coupable mais pas responsable. Il a inversé la formule. C'est-à-dire que dans les jugements, on a reconnu qu'il était coupable, mais comme il ne l'avait pas fait exprès, comme c'était pas intentionnel, il est pas responsable. Alors tu as écrit Le pouvoir du pire, qui est là sur la table, tu peux le montrer, il est même à l'écran en plus. On est dans ce pouvoir du pire. Est-ce que le pire est là? Le pire est là, oui. Ou est-ce que le pire peut encore arriver? Le pire peut toujours arriver, malheureusement, parce que tous les soirs, quand je me couche, je me dis, non, ils n'ont pas osé. Non, ils n'ont pas fait ça. Et je soulève le tapis et je découvre une loi de plus, un décret de plus, qui peut-être petit à petit resserre l'étau sur le peuple. On est en train de transformer la société en une société où quelques personnes, écoutez bien, quelques personnes vont décider et profiter, les autres vont subir et pleurer. Et tous les autres vont subir et pleurer. Et c'est la société qu'on est en train de nous préparer pour demain. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, des gens qui ont un salaire décent, entre guillemets, et qui dorment dans leur voiture. On en est là, la société, aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit, écoutez bien, on nous dit que tout va bien. On nous dit que la France va mieux. Il y a quand même 5 millions de personnes qui ne bouffent pas de la viande plus d'une fois par semaine. On a des queues de 1 km 100 dans les CROUS pour les banques alimentaires pour les étudiants. 1 km 100 à Toulouse il y a 6 mois. Alors expliquons un peu le cheminement de la chose. C'est-à-dire que toi tu découvres des lois scélérates. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que pendant ce travail parlementaire... Pendant quoi? Pendant une forme de travail parlementaire. Ah voilà, je préfère. Voilà. Bien sûr, entre guillemets, le travail, évidemment. On a... un législateur qui poste un article, machin... Non, là, comment ça se passe? Là, tout de suite, déjà, tu es en train déjà de te tromper. Dis-moi. Tu parles d'un législateur. Souvent, il y a des lois aujourd'hui, c'est des lobbying. Ah, donc voilà, expliquons aux gens, parce que, en fait, le problème aussi, c'est que les gens ne connaissent pas... Oui, mais je l'ai mis dans mes livres. Il y a des lois, par exemple... Pour ceux qui n'ont pas lu tes livres, j'ai découvert dans mes livres, et je l'ai écrit, exemple, il y a 2 grandes sociétés qui, une fois, ont déposé un texte de loi qui a été, écoutez bien, photocopié à 51 exemplaires en changeant juste le nom du député. Et le député qui a déposé le texte de loi dit « c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait ». Non, c'est un lobbying qui a rédigé le texte, c'est un lobbying qui a fait la loi, et c'est un lobbying qui l'a distribué. 51 copies de loi identiques par 51 députés différents. Et en plus, c'était une loi, entre guillemets, sur Philip Morris, les cigarettes. J'ai du mal à croire que le lobbying Philip Morris ait déposé une loi pour que les gens fument moins en France. C'est ça, aujourd'hui, la plupart des lois qui sont déposées. Le deuxième truc, c'est que les députés, aujourd'hui, ne lisent même plus ce qu'ils signent. Ne lisent même plus. C'est-à-dire qu'on leur balance un texte, comme c'est le groupe qui le balance, ils signent, ils sont d'accord, et on se retrouve avec des lois, entre guillemets, scélérates, dont ils ne connaissent même pas le contenu. Parce qu'en plus, il faut savoir que la plupart des gens élus en ce moment sont complètement déconnectés de la réalité. Et le troisième point, c'est qu'ils ont l'impression de faire des choses bien, mais comme ils sont tous déconnectés de la réalité, comme M. Macron, comme M. Valls, comme tous ces gens-là, ils ont l'impression de faire les choses bien. Quand M. Macron vous dit « mais vous avez qu'à traverser la rue pour trouver du travail », il est persuadé qu'il a raison. Ce qu'il oublie, c'est que oui, c'est vrai. Si tu traverses la rue, tu trouves du travail aujourd'hui. Sous-payé, pas qualifié, précaire, on te fout à la porte, sans assurance, sans rien. Oui, tu trouves du boulot à 600 € par mois en travaillant 40 heures par semaine. C'est ça ce que nous propose M. Macron et ce que nous propose cette société de demain pour l'ensemble des citoyens. Et je ne suis pas anarchiste et je ne suis pas communiste et je ne suis pas, quand je dis ça, c'est juste la réalité et c'est du factuel. C'est une de mes marques de Alors mettons les pieds dans le plat. Plouf. Tu es administrateur d'Anticorps. Oui, ça c'est en plus. Qu'est-ce que c'est exactement Anticorps pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas? Anticorps, c'est une association de loi 1901, modifiée 1905, totalement indépendante, transpartisane, c'est-à-dire que dans Anticorps, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, on s'en fout, qui luttent de façon nationale contre la corruption et pour l'éthique en politique et ses à côté. C'est peut-être pour ça
que, entre guillemets, les gouvernements, qui tous déclarent haut et fort qu'ils vont lutter contre la corruption, qu'ils vont faire des choses contre la corruption, nous ont retiré l'agrément qui nous permettait de nous porter partie civile dans les dossiers qu'Anticor a, qui nous permettait. On a aujourd'hui, Anticor au niveau national, je ne dis pas de bêtises, 160 dossiers au pénal. Et contre des politiques. Contre des politiques, aussi contre M. Bolloré. D'accord. Par exemple, qu'est-ce qui se dit contre M. Bolloré? Il se dit des choses qu'il a été faire au Togo, et la justice suit son cours, et grâce à Anticor, on a pu continuer à faire que la justice continue son cours. Parce que sans Anticor, il y a plein de dossiers. Quand on avait notre agrément, je vous explique. Quand on avait notre agrément, quand un juge, par exemple, classait un dossier sans suite, l'affaire Benalla, l'affaire Ferrand, quelques dossiers de l'affaire Collère, le secrétaire général de l'Élysée, eh bien Anticor pouvait prendre ce classement sans suite, donner ça à un juge indépendant qui, lui, continuait l'affaire en partie civile. Donc on pouvait continuer. Si Anticor ne s'était pas porté partie civile dans plein de dossiers, l'affaire Ferrand, vous n'auriez jamais su. Certains secteurs de l'affaire Benalla, vous l'auriez jamais su. Tout était classé sans suite ou mis sous le tapis. Donc Anticor, c'est une association indépendante de salubrité publique. Et je dis aux gens, pour qu'on arrive à changer les choses, il faut qu'on soit le nombre. Donc n'hésitez pas à vous abonner comme à vos revues indépendantes. S'abonner à Anticor, c'est faire preuve de civilité. C'est dire, moi je ne suis pas d'accord pour que la France devienne une France de corrompus. Et c'est pas compliqué, hein. Portail@anticor.org. Portail, voilà, @anticor.org. Qui a enlevé l'agrément? C'est l'État. C'est l'État qui a dit, voilà, plus d'agrément pour Anticor. Alors le pire, il y a toute une histoire. Il y a raconte. Il y a 2 mecs d'Anticor, dont un commissaire aux comptes qui avait certifié les comptes, qui s'est fait virer pour X raisons, qu'on sautait sur l'occasion. Le problème qu'on a réel sur Anticor, c'est que le décret d'autorisation d'agrément d'Anticor a été rédigé par les services du Premier ministre, d'accord, par M. Castex à l'époque, qui, on ne sait pas pourquoi, a mal rédigé de façon administrative l'agrément. Mal rédigé de façon administrative. Les services du Premier ministre. Évidemment, ils le font, j'imagine, tous les jours pour toutes les associations. Exactement. C'est un truc de fou, ils le font pour toutes les associations. Nous, on n'a pas fait gaffe. On attendait, ils nous ont déjà fait traîner. On reçoit l'agrément, on est content. Paf, 2 ou 3 mois après, il y a les 2 mecs qui nous attaquent de façon administrative en disant attention, là, il y a une erreur de virgule. Et comme il y avait une erreur de virgule, le juge administratif a dit excusez-nous, on ne peut pas vous accorder l'agrément. Mais le pire, c'est que non seulement ils ont fait ça, mais ils l'ont fait de façon rétroactive. Rétroactive. Jamais vu ça. Jamais vu ça. C'est-à-dire que là, non seulement on n'a pas eu l'agrément, ils nous l'ont retiré, mais en plus, c'était rétroactif à 2021. C'est un truc de fou. Ça fait 2 fois qu'on redemande notre agrément. Ça fait 2 fois qu'on ne nous répond pas. La dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique, c'est très marrant. Donc, il faut savoir que, pas de bol, le garde des Sceaux, monsieur Moriarty, moi je l'appelle Moriarty, je ne sais pas pourquoi, il me fait penser à un mec méchant avec Sherlock Holmes. Monsieur Moriarty ne pouvait pas nous donner l'agrément parce qu'il était lui-même mis en examen. Donc il s'est déporté. Il s'est déporté auprès de Mme Borne. Mme Borne, qui était donc la Première ministre, qui s'est aperçue, 3 jours avant la date de péremption où il devait nous donner l'agrément, qu'elle aussi ne pouvait pas, parce qu'elle était dans une affaire dont Anticor était aussi partie prenante. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, Mme Borne? Elle a transféré la demande d'agrément à la ministre des Affaires étrangères, 48 heures avant l'expiration du délai. Est-ce que vous me suivez? Ministre des Affaires étrangères, il a botté en touche. On nous a refusé à nouveau l'agrément, mais sans nous donner de motif. Sans motivation. Ce qui, en plus, est un truc de fou. On n'a jamais vu, vous savez, quand dans l'administration, par exemple, il y a un truc qui dit, c'est une loi qui, je ne sais plus qui l'a pondue, que si vous demandez quelque chose à l'administration, si elle ne vous a pas répondu dans les 2 mois, c'est considéré comme acquis. Tu es au courant de cette loi? Bien sûr. C'est sous Hollande. Eh ben non. Pour l'agrément Anticor, c'est l'inverse. Non. C'est l'inverse. C'est-à-dire que là, on a reçu un truc en nous disant que si vous n'avez pas eu de réponse, c'est qu'au contraire, c'est négatif.
C'est un truc de fou, on n'a jamais vu ça. Mais ça va encore plus loin. Le Premier ministre, comment il s'appelle le petit jeune homme, là, le petit garçon Attal. Ah là, Attal. Gentil Attal. Attal, je me souviens jamais de son nom, parce que c'est toujours le dernier, le premier de la classe, je m'en souviens jamais. Le petit jeune, là. Donc, nous a écrit une lettre il n'y a pas longtemps, avec un faux à l'intérieur. Un faux, comment ça? C'est un faux en écriture. Attends, je comprends. Il a rajouté Pourquoi un faux en texte. écriture? Le Premier ministre écrit avec un faux en Oui, écriture. oui. Il a rajouté un texte officiel du tribunal administratif. Il a rajouté ses propres textes, en gras en plus. On n'a jamais vu ça. Ah, mais qu'est-ce C'est-à-dire qu'il a repris le texte du tribunal je administratif. comprends bien. Le Premier ministre de la France, Les Pierre services, Matignon, les services. écrivent, On se demande d'ailleurs ce qu'ils foutent les services. écrivent des faux en écriture. Ah bah ça s'appelle un faux en écriture. Quand tu reprends un texte officiel d'un tribunal administratif, le texte officiel, d'accord, qu'a dit le tribunal administratif, qui nous a écrit, etc., et que tu rajoutes des phrases en gras, excuse-nous, nous on appelle ça un faux en écriture. Bêtement. Et on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi on ne nous a pas donné l'agrément, on ne nous a donné aucune raison de ne pas nous donner l'agrément, et nous répondons à toutes les demandes pour avoir cet agrément. Il y a 3 associations en France qui ont un agrément, c'est-à-dire qu'ils peuvent se porter partie civile dans une affaire. Sherpa, Transparency, et il y avait nous. Nous étions un peu plus spécialisés sur les élus. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas. Les deux ont leur agrément, Oui, et vous n'avez plus. et nous on l'a pu, mais on ne sait pas pourquoi. Chacun fait sa conclusion. On ne sait pas pourquoi, on ne nous a pas dit pourquoi, et nous répondons à tous les critères. Alors par contre, les rumeurs... Alors que allons-y. vous aviez votre agrément. Oui, on pendant l'avait. des années, vous aviez Mais un oui, agrément qu'on encore a une été... fois, on avait Mais- l'agrément, et voilà. Et Mais qu'est-ce que ça dit de notre pays? Parce que souvent, nos élites rigolent de ce qui peut se passer en Afrique, en Asie, Non, on n'est pas en mieux, hein. disant oui, là-bas, c'est des républiques bananières. Mais est-ce que la France, en réalité, n'en est pas une aussi? Ah ben moi je ne sais pas si elle est bananière, mais à mon avis, elle est en train de se diriger vraiment vers ce genre de république, vers des républiques de magouille, de tricherie, de je te dis un truc le lundi et le mardi je fais autre chose. Je le dis souvent, en politique aujourd'hui, le mensonge est devenu la règle. Ce qui devient l'exception, c'est la vérité. Ils sont capables, et ils le font, de nous dire un truc le lundi et de faire autrement le mercredi. Comment tu veux que le peuple s'en sorte? Et quelles sont les conséquences, peut-être même que financières et d'autres, de cette corruption? Eh ben, c'est que à partir du moment où c'est des pentes, à partir du moment où en haut, tu vois, je prends toujours des affaires qui s'appellent Monsieur Pasqua, ça vous parle? Oui, ben, on a connu... Vous avez Pasqua. connu Monsieur Pasqua. Donc quand Pasqua était au Je ministère... l'ai connu personnellement. Ouais, je ne l'ai pas connu, je l'ai rencontré 2 fois, moi. Je commence à avoir un certain âge. Quand M. Pasqua était au pouvoir en tant que ministre de l'Intérieur, les bavures, il y en avait plein. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où, en haut, on s'aperçoit que c'est pas clair, tout ce qui suit derrière en profite pour ne pas être clair. Donc à partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a de la corruption, des choses pas claires, ben, pourquoi les gens ils en profiteraient pas en dessous? Chacun essaye de prendre ses petites miettes. Et dans les décrets de loi, etc., je le mets dans le pouvoir du pire. Rien que les tickets de caisse, c'est une honte. Ben, explique-nous, tiens. Parce que ça, les gens ne savent pas. Mais non, les gens ne savent pas, parce qu'on leur a expliqué autrement. On vous dit, on vous supprime les tickets de caisse, parce que vous inquiétez pas, c'est pour les arbres en France et dans le monde. On sauve la planète. Non, c'est pas pour ça. Parce que de toute manière, c'est des trucs thermiques, et c'est pas le peu d'arbres que ça bouffe, etc. Par contre, ce que je peux vous expliquer, c'est qu'avant qu'on supprime les tickets de caisse, ce que je dis est factuel, hein. Encore une fois. C'est-à-dire que vous pouvez trouver toutes les sources, toutes les preuves de ce que j'annonce. Avant, quand il y avait une erreur de caisse dans votre magasin, et moi-même je le fais, mon épouse le faisait, au bout de la caisse, vous regardiez votre ticket, il y avait une erreur de 2 €, ben, madame, vous êtes trompée, et on vous remboursait. Il faut savoir qu'en France, il y a, officiellement, hein, de 10 à 15% des prix affichés dans les magasins qui ne sont pas les mêmes que les prix en caisse. Et souvent, c'est pas en moins. C'est en C'est en plus. plus. Ah, c'est sûr. C'est un chiffre officiel, entre 10 et Ça 15%. participe à une forme d'inflation. C'est ça, c'est-à-dire que toi, tu as l'impression, tu vois dans le magasin un produit à 2 € et tu arrives en caisse, il est à 2,30 €. Ça a l'air de rien, mais multiplié par 10 articles, et il y a des magasins où il y a jusqu'à 10 articles par panier, où c'est pas le même prix. C'était quand même une folie. Avant, tu as au bout de ta caisse, eh ben tu faisais changer. Là, maintenant, non.
Non, non, tu prends pas le ticket, c'est pas grave, tu peux l'avoir sur ton ordinateur chez toi. Donc tu prends tes courses, tu les mets dans ton chariot, de ton chariot tu les mets dans ta voiture, de ta voiture tu vas jusqu'à chez toi, tu sors des courses de ta voiture, tu montes les escaliers avec, tu mets ça dans les placards, tu mets tes chaussons et tu ouvres ton ordinateur. Déjà, il faut que tu te rappelles les prix. Tu regardes ton ticket de caisse et tu t'aperçois qu'ils t'ont grugé de 3 €. Il est évident que tu vas reprendre tes courses, tu vas remettre tes chaussures, tu vas redescendre, tu vas les remettre dans le magasin et tu vas retourner au magasin. C'est une autre. Moi, je parie que maintenant, les erreurs de caisse vont passer de 15 à 20%. Et pourquoi ils se gêneraient? Oui, mais ça, les gens te diront, ceux qui nous regardent, oui, mais c'est pas une corruption, ça. C'est quoi? À partir du moment où on passe de 15 à 20%, ça ne s'appelle pas une corruption, j'appelle ça une corruption passive. J'appelle ça quelque part une malhonnêteté. Parce que tu ne peux même plus... C'est une escroquerie. Bah, on est bien d'accord, une escroquerie, c'est aussi de la corruption, quelque part. Faux, ouais. Non, là, il faut employer les mots comme il est faux. Les patrons des discounts ne me disent pas qu'ils ne peuvent pas vérifier entre le prix affiché et le prix que tu payes s'il y a trop d'erreurs. Si jamais on laisse faire une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, c'est bien que quelque part, le système te laisse faire. Et ils ne sont pas fous. Et puis, je peux te dire plein de choses pareilles par rapport aux eurodateurs. C'est vrai. Les là, pour le coup, je eurodateurs. sais ce que tu vas dire. Les eurodateurs, vas-y. les eurodateurs en France, ça devient une véritable escroquerie. Escroquerie. Avant, il y a toujours un avant maintenant, je commence à avoir un âge, tu as l'impression d'être un vieux con quand tu dis ça. Quand tu arrivais, et dans Paris, c'est la folie, hein. Quand tu arrives, et là, même là, je l'ai vu ici, hein, tu mets 500 mètres, 600 mètres, 1 kilomètre avant de trouver un eurodateur. Le temps que tu retournes à la bagnole, il tourne, tu peux déjà avoir une amende. Mais c'est ce qui se passait avant. Mais maintenant, on t'oblige quasiment, parce qu'il n'y a plus d'eurodateur, à prendre ton eurodateur sur ton smartphone. Et on t'y pousse, hein, gentiment. Tu n'es pas obligé. Hein. Mais c'est mieux d'avoir. Mais c'est mieux d'avoir. Puis comme tu mets 1 kilomètre pour trouver un eurodateur, qu'il faut que tu y retournes, que c'est compliqué, que tu ne peux plus payer maintenant par pièce, les eurodateurs, tu peux payer qu'avec ta carte. C'est un truc de fou. Donc tu as ça, mais ce que les gens ne savent pas et ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'à partir du moment où tu as ça sur ton eurodateur, sur ton smartphone, les 10 minutes que tu mettais à aller chercher ton ticket, c'est dès que tu descends de ta bagnole maintenant que tu commences à payer. Dès que tu descends de ta bagnole. Avant, j'étais au café. Mince, putain, il faut que je refile là-bas. Tu recourais à ton eurodateur, tu remettais ça dans ta voiture. Maintenant, non, ça sonne. Donc tu payes tout de suite. Donc tu payes encore plus. Et le pire, les gens ne se sont pas rendus compte, c'est qu'avant, moi, ça m'était arrivé. Je prenais un ticket d'eurodateur, je partais avant l'heure, je donnais le ticket quand quelqu'un voulait se garer. Tu peux plus, puisque maintenant, tu as ta plaque d'immatriculation. Donc si moi je prends 2 heures, comme là j'ai pris 3 heures, si je pars avant, j'aurais donc consommé que 2h30. Tu me suis? La personne qui arrive derrière, elle ne gagne pas les 30 minutes. Elle repaye. Donc en fin de compte, les places d'eurodateurs telles que c'est fait pour que les gens puissent payer 2 fois une place qui se libère. Mais du coup, où va cet argent? Ah bah ça, j'aimerais bien le savoir. C'est ça le truc, parce que regarde, on nous prend tout cet argent, mais où il va? On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, pour les routes, les écoles, et où va cet argent? Ça, c'est un mensonge. Hein. Je rappelle quand même partout, 120 milliards d'optimisation fiscale en France par an. 120 milliards. Et 120 milliards, il faut que les gens le comprennent aussi, parce que les gens ne le savent pas. C'est le dessus, c'est pas un geste maçonnique. Hein. C'est le ouais. Non mais je précise parce que sinon, après, ouais, franc-maçon, Pasco et tout. Je ne suis pas franc-maçon. Donc le dessus de l'iceberg, vous savez tous que c'est plus petit que le dessous. Donc on a aujourd'hui officiellement 120 milliards d'optimisation fiscale, de fraude fiscale par an. De l'argent, il y en a. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le CAC 40 ne s'est jamais aussi bien porté? Comment ça se fait qu'entre 2006 et 2011 et 2024, les plus grandes fortunes aient doublé leur fortune de, je vais te dire, je ne sais même plus combien, 100, 200%. Et même entre 2020 et 2024, M. Bernard Arnault a quadruplé sa fortune. Quadruplé. Quadruplé, ouais. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça fait. Et d'ailleurs, regarde, tiens, Bernard Arnault, personne n'en parle, ça. Bah mais comment se fait-il que Bernard Arnault soit constamment à l'Élysée, que Madame Arnault passe ses soirées avec Brigitte et qu'elle présente tous les artistes de la scène rap à Brigitte Macron? Comment se fait-il Tiens, je vais te donner un exemple d'autre corruption. Est-ce que tu savais que... tu sais que aux Champs-Élysées, la boutique LVMH,
D'ailleurs, c'est le seul endroit de Paris où on peut le faire. On peut venir avec une valise d'espèces, peut-être 1 million d'euros d'espèces, et acheter pour 1 million d'euros de sacs LVMH, enfin Louis Vuitton. Ouais, mais il paraît que c'est interdit. Hein. Il y a une loi qui ailleurs, c'est interdit, mais chez Louis Vuitton, non. Non, il y a une loi là qui va passer, ils sont en train de faire, je te donne un petit scoop, où on va plus avoir le droit, alors ils essaient de la faire passer, hein. On va plus avoir le droit de payer en liquide au-dessus de 10 ou 15 000 euros. Non, c'est au-dessus de 1 000 euros, tu ne peux pas payer en liquide. Non, pour l'instant, tu peux encore. Mais la loi n'est pas passée. D'accord. Et ils vont faire passer ça à 1 500 euros. Oui, mais il faut que tu saches que aux Champs-Élysées, parce qu'ils appellent ça zone touristique. Ouais, c'est ça. Donc, si tu es un Japonais, enfin, pas un Français, hein, mais si tu es un Japonais, un Russe, enfin, peut-être pas un Russe aujourd'hui, mais un Saoudien ou que sais-je, tu peux payer en espèces. Mais c'est pire que ça. Et je vais te donner une deuxième chose que j'ai appris par monsieur Greg Zaoui, l'escroc. C'est un escroc, mais au moins, il escroque la TVA. Ah, les escrocs savent de quoi ils parlent. Voilà, ils savent de quoi ils parlent. Il m'a expliqué que lorsque tu sais que lorsque tu habites hors Union européenne, tu récupères la TVA lorsque tu as acheté quelque chose en France. Bon, eh ben, Louis Vuitton a réussi à faire que au lieu que ce Japonais récupère ses 20%, eh ben, il ne récupère que 12%. Oui, je suis pas étonné. Et les 8% vont dans la poche de monsieur Bernard Arnault. Oui, je suis pas étonné. C'est fou quand même. Non, c'est pas fou. C'est normal, ils s'aident entre eux, ces braves gens. Ça s'appelle l'entraide entre gens qui ont du pognon. Il faut bien qu'ils s'aident entre eux. Ils sont au même Rotary Club, ils sont au même machin. S'ils peuvent plus s'aider entre riches, où c'est qu'on va? Eh ben, c'est ce qu'ils font, ces gens-là. Comment ça se fait que le milliardaire Saadé ne paye quasiment pas d'impôts en France? Comment ça se fait qu'Amazon... Milliardaire Saadé, il faut le préciser, qui a racheté le groupe BFM. Bah oui. Et ces gens-là payent pas d'impôts. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je te donne un scoop, les élus payent moins d'impôts qu'un salarié? Comment ça? Ah, j'adore quand tu fais ça. Ah ben ça, je veux que tu m'en parles. Alors, je t'explique. C'est toujours dans mes livres. Tout ça, c'est factuel. Je le sais. Tout ça, c'est factuel. Moi, j'ai toujours eu 3 travails dans ma vie, en même temps. 3. Que je déclarais, etc. Parce que 6 gosses, et parce que je voulais que mes gosses aient tout. Donc, j'ai toujours bossé comme un fou. Et parce que aussi, tu as investi beaucoup en chapeau. Ouais, c'est ça. Ça coûte de l'argent. Non, c'est 5 euros le chapeau. Moi, j'appelle ça sur les marchés. C'est des faux chapeaux. Et ça coûte 5 euros, mais j'arrive plus à le retirer parce que je me fais engueuler quand je le mets pas. J'en étais à... Donc, moi, je déclarais les 3 salaires que je gagnais, que je cumulais, et c'est sur le cumul de ces 3 salaires que je payais des impôts. Est-ce que je suis clair? Oui. Donc, plus la somme augmente, plus tu payes. Plus je paye. Ce qui, pour moi, à la limite, est normal. Les élus, c'est pas ça. Les élus, ça paye des impôts sur chaque mandat. Tu me suis? Ouais. Donc, s'il a un mandat, d'un petit mandat dans une SEM, il paye des impôts là-dessus. S'il est député, il paye des impôts là-dessus, mais il ne cumule pas la somme des deux. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas sur la tranche haute. Ben voilà. Donc, quand tu fais le calcul à la fin, ils payent 2 fois moins d'impôts que nous. Parce que eux, leur tranche d'impôts est sectorisée par rapport à leurs fonctions, et non sur l'ensemble des fonctions. Est-ce que je suis clair? Mais est-ce que ça signifie que on a fait la révolution pour abolir les privilèges? Est-ce que la République a remis en place des privilèges pour ses propres élites? Mais en 1789, elle a commencé. Je te donne un scoop encore. En 1789, quand il y a les tiers états qui ont été les premiers députés qui ont été élus, ils se sont aperçus qu'il y avait des députés qui habitaient très loin. Donc, qui avaient du mal à venir à Paris pour participer aux assemblées. Ils ont décidé de leur donner, je ne sais plus comment ça s'appelait, des défraiements. Jusque-là, j'ai rien à dire. Il est normal que le mec habitait à Paris. Je dis une connerie, hein. Il avait qu'un petit cheval à prendre, voilà. Et celui qui venait à Marseille, il était obligé de prendre 3 relais, 4 chevaux, etc., etc. Normal. Par contre, ce qui n'était pas normal, c'est qu'à l'époque, ils ont déjà refusé de l'inscrire dans les comptes rendus. Tout ça, c'est fait en douce. Est-ce que ça veut dire que la République, dès la base, était déjà viciée? Ça veut dire que quelque part, ces gens-là, à partir du moment où ils refusaient la transparence pour eux-mêmes et qu'ils l'exigeaient pour les autres, ils commençaient à tricher. Ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la transparence, c'est pour nous. Hein. Le petit salarié, il peut quasiment aujourd'hui rien cacher. Parce que tout doit être transparent.
Tout est sur ordinateur. Monsieur Darmanin qui veut mettre même la carte vitale avec la carte d'identité, et puis bientôt d'autres choses dedans. Il est évident que le petit salarié, il l'a dans l'os complètement derrière. Parce qu'en plus, ne vous inquiétez pas, ils nous disent tout ça, monsieur Pasco, vous êtes un vieux dinosaure, parce que très honnêtement, ce qu'on vous propose, c'est sécurisé. Mon œil. Pourquoi? Mais parce que c'est pas sécurisé, à partir du moment où tout est sur la même carte. Vous pensez bien que quand vous allez voir un patron qui est un peu intelligent, s'il a la carte vitale en même temps que votre carte d'identité, quand il vient vous demander votre carte d'identité, il va jeter un œil sur la carte vitale. Et si par hasard, il s'aperçoit que vous êtes diabétique, etc. Non monsieur, je suis désolé, il n'y a pas de travail pour vous. S'il s'aperçoit que vous êtes une femme et que vous avez fait 3 tests de grossesse le mois d'avant, ce qui sera inscrit sur votre carte vitale, vous pensez vraiment que le mec va vous dire qu'il vous prend sur le poste? Ou s'il le prend, ce sera beaucoup moins cher. Ah bah ça sera moins cher, ou alors c'est lui le papa. Mais c'est un autre problème. C'est un autre problème. Et qui est marron dans cette affaire-là, c'est le petit, parce que les gros, eux, il n'y a pas de problème. Nous, aujourd'hui, quand on va à la banque, je sors toujours cet exemple dans mes conférences, quand vous sortez 1000 € de liquide, le banquier vous dit, mais c'est pour quoi faire? Moi, je réponds, hein, je te dis tout de suite, vous inscrivez trafic de drogue. C'est parce que je ne peux pas inscrire. Vous inscrivez trafic de drogue. Ou alors dites-moi comment ça se fait que je dois, montrez-moi le texte de loi qui dit que je dois dire ce que je dois faire de mon argent. De mon argent. Il paraît, il y a juste une circulaire de banque qui dit qu'il faut qu'on se renseigne pour éviter les trafics de drogue. Et quand tu sors 1000 €, qu'on me fasse pas rigoler les trafics de drogue. Par contre, dès qu'on arrive sur des grosses sommes, et j'ai des exemples factuels encore une fois, il y a un type qui avait reçu 500 000 € sur son compte, de façon opaque, pour avoir acheté 2 tableaux hollandais. Je ne sais pas si ça vous parle. Non. Ça vous parle pas? Non, non. Oh, les gens n'ont pas de mémoire. Hein. C'était un ministre. Ah oui. Un ministre de l'Intérieur. Ouais, je ne sais plus qui il était. Mais donc, il avait reçu 500 000 € pour 2 tableaux. Qu'il a déclaré après, hein. Mais les 500 000 €, ils étaient arrivés comme ça. Normalement, il aurait dû dire pourquoi faire. Mais lui, on lui a rien demandé. Et pire, c'est que ça a été signalé à Tracfin. Tracfin, c'est l'organisme à qui on doit déclarer quand il y a des mouvements d'argent suspects. Ça a été signalé à Tracfin 5 ans après le dépôt de l'argent sur son compte, parce qu'ils ont su qu'il y a un article qui allait sortir dans France Soir. Donc, pour ce monsieur Guéant, je crois qu'il s'appelle. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça, hein, de mémoire. 5 ans, on lui demande rien, sauf quand ça va savoir. Et toi, tu sors 1000 € en liquide, on exige de savoir pourquoi. Inscrivez trafic de drogue. Parce qu'il n'y a aucun texte de loi qui te dit que tu dois dire ce que tu fais de ton argent quand on demande. C'est-à-dire qu'on a la corruption, avec en plus la société de contrôle pour le petit. Mais exactement. Et les lois sont complètement folles. Personne ne se rappelle de cette loi qui est sortie il n'y a pas longtemps, suite à l'affaire de Jérôme Kerviel. Salut Jérôme, je te salue. Aujourd'hui, si une banque fait un déficit, et qu'on ne me dise pas que c'est pas possible, on est tout prêt. Ouais, ça va arriver. Hein, rappelez-vous la Grèce, rappelez-vous le Liban, mon fils rentre du Liban, un de mes fils rentre du Liban, là-bas c'est encore très très chaud. Eh bien, ils ont le droit de venir taper dans ton compte à toi, jusqu'à hauteur de 100 000 €. Par contre, si la banque fait des bénéfices, ce qui arrive, ça ne va pas dans la poche des clients, ça va dans la poche des actionnaires. Je voudrais qu'on m'explique. Eh bien ça, c'est les lois qui sont en train de passer. Tout à l'heure, tu parlais de la loi qu'ils ont sortie il n'y a pas longtemps, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Sur une la loi, j'imagine, sur les entreprises. Et entre autres. Sur la propriété des entreprises. Mais oui, mais... Celle-là, pour le coup, personne n'en a parlé. Mais non, mais on n'avait pas parlé de celle d'avant, on n'avait pas le droit de savoir. Les avocats d'honoraires, les honoraires d'avocats, quand quelqu'un est un élu, s'il prend un avocat, on n'a pas le droit de savoir le nom des honoraires, le nom de la personne qui verse de l'argent. Cette loi-là a été faite pour Madame Dati. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Mme Dati? Madame Dati, en ce moment, elle est mise en examen pour un petit peu avoir touché des sous dans je ne sais plus quelle grosse boîte. Déjà du Qatar, je crois. Ouais, il y a du Qatar, et puis il y a aussi un type qui était en prison, qui s'est évadé dans une malle. Et qui est allé au Liban. Ouais, tiens, au Liban, peut-être que ton fils l'a vu, peut-être. Qui est allé au Liban. Et qui était PDG de Renault. Elle a touché quand même des sous de tous ces gens-là, ouais. Elle est mise en examen, et ben grâce à cette loi qui vient de passer, maintenant on ne pourra plus savoir qui sont les personnes qui versent du pognon en tant qu'honoraire à des avocats qui sont en même temps élus. Génial, ça personne n'en a parlé.
Ça devient de plus en plus dur maintenant pour des journalistes, à un certain niveau, de faire de l'investigation. Je ne vous parle même pas des procès Bayon. Osez attaquer M. Bolloré, mais vous êtes mort. Il y a deux copains journalistes qui ont fait ça. Bolloré a fait un procès qu'il va perdre. Il va le perdre dans 10 ans. On demande 500 millions de dommages et intérêts à ces deux journalistes. Il va perdre, mais pendant 5 ou 6 ans, les deux journalistes, ils sont obligés de faire des mémoires, ils sont obligés de se rendre dans les procès, ils sont obligés de prendre un avocat, etc. Ça s'appelle des procès Bayon. Le nombre de petites boîtes Internet comme la vôtre, qui faisaient de l'information indépendante, j'en vois plein qui sont en train de se faire fermer. On leur fait un petit procès. La nana qui a dénoncé la honte en Bretagne, la honte du lisier des cochons, etc. Mais ils nous font vendre la maison de sa grand-mère. Et les lois vont dans leur sens. Est-ce que la justice, justement... Quelle justice? Mais justement, est-ce qu'il y a une justice? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui encore, j'ai confiance dans la justice de mon pays? Mais comment on peut dire? Alors, il y a encore des juges honnêtes, qu'on soit d'accord, tout le monde n'est pas à mettre dans le même paquet, et je le dis toujours souvent, écoutez bien, tous les élus ne sont pas pourris, d'accord? Par contre, c'est vrai que plus tu remontes en haut de la pyramide, et ceci n'est toujours pas un geste maçonnique, plus tu remontes en haut de la pyramide, plus tu rencontres des élus corrompus. Parce que la politique, aujourd'hui, ça coûte cher. Il n'y a aucune possibilité pour les pauvres de faire de la politique aujourd'hui. Comment tu veux faire de la politique? Tu veux être député? Entre 20 000 et 50 000 euros la campagne. Tu les as? 20 000 ou 50 000 euros. Il y a plein de gens qui ne peuvent plus. Et même quand tu arrives à commencer, tu ne peux même pas te payer les bulletins, tu ne peux pas te payer, etc. La loi a même changé il n'y a pas longtemps. On ne parle plus d'équité ou de machin, on parle d'égalité ou je ne sais pas quoi maintenant. C'est-à-dire que les petits candidats n'ont plus droit à la parole. Ben, rappelle-toi, les européennes, on a vu des 10 petits candidats. 2 secondes. 3-4 secondes en visio. 2 secondes. C'était 2-3 secondes. Mais non, c'est parce que c'est la loi qui a été faite pour ça. Maintenant, ton temps de parole... La loi, c'est pour les élites, en fait. La loi, c'est pour les plus gros groupes, c'est pour les dominants, etc. La loi a été faite pour eux. C'est-à-dire que plus tu as d'élus, entre guillemets, plus tu as des temps de parole. Plus tu as du temps de parole, plus tu auras d'élus. Donc plus tu auras encore du temps de parole. C'est comme ça qu'ils ont fait la loi. Il n'y a aucune égalité entre les candidats aujourd'hui. Le petit candidat n'a quasiment aucune chance. Parce que de toute manière, la personne, elle ne le connaît même pas. Elle ne sait même pas qui c'est. C'est pour ça que moi, je milite pour plusieurs choses. Je milite, pour le vote obligatoire. Ça se fait dans 96 pays. Et à partir du moment où le vote est obligatoire, je signale qu'à partir de là, le bulletin blanc devient un vote politique. Et je milite pour un truc vachement simple. La même propagande pour tous les candidats. Candidat A, candidat B, candidat C. 3 tracts, 3 tracts, 3 tracts, 2 meetings, 2 meetings, 2 meetings, 50 petits fours, 50 petits fours, 50 petits fours. De façon à ce que les gens se rabattent sur le contenu et non sur l'apparence. Et là, on pourra réellement choisir. Après, je ne dis pas que la démocratie aujourd'hui est la meilleure des démocraties. Je dis simplement que c'est la moins mauvaise des dictatures, entre guillemets. On peut améliorer le système de vote. Mais par contre, faites très attention, les enfants. Parce qu'ils sont en train de nous entraîner à ce que les gens aient de moins en moins voté. Et moins les gens iront voter, plus c'est facile d'être élu pour les corrompus. C'est pas faux. Non, c'est pas faux, c'est vrai. Bah, oui, c'est vrai. Mais parle-nous... Tu sais avec combien est élu le remplaçant de Manuel Valls? Non. Le remplaçant de Manuel Valls. Quoique cette année, les gens ont beaucoup voté. Ah oui, c'est bien, heureusement. Mais ils ont beaucoup parce qu'on leur a fait peur. Ils n'ont pas voté par conviction, ils ont voté par peur, les gens. Ce qui est tout à fait différent. Hein. Et ils ont voté, encore une fois, ce que je te rappelle, pour les plus gros, parce que les petits, on ne les connaissait même pas, on n'a même pas eu le temps de les connaître. Déjà, quand une campagne fait 2 mois, on ne les connaît pas, mais en 3 semaines, les petits candidats, ils ont tous été écrasés. Tu n'as qu'à regarder les résultats en plus. Hein. Donc, le remplaçant de M. Valls, que je connais bien, je me suis battu 2 fois avec lui physiquement. Tu l'as mis sur un porte-manteau? Non, lui, il m'a cassé la gueule une fois. Ah, quand même, il t'a cassé la gueule. Non, mais attends, il y a 15 ans, il était costaud, le mec. Et moi, j'étais un teigneux aussi, on est catalans tous les deux. Hein. Mais je l'appelle Dark Vador maintenant, quand je le vois d'ailleurs. Le remplaçant de M. Valls, M. Choua, a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. 0,9 électeurs sur moins de 1 électeur sur 10. Le remplaçant de M. Dassault, je prends toujours ces exemples-là parce que c'est des gens qui parlent aux gens. Vous vous rappelez de Serge Dassault? Oui. Paix à son âme. Qui est mort, et je crois que c'est le fils... Oui, enfin c'est le fils, ses petits-fils. Je ne sais plus, enfin en tout cas, un membre de sa famille. C'est des fiefs hein, maintenant, c'est des fiefs. Et bien le remplaçant de Serge Dassault
a été élu au conseil départemental avec 0,6 électeurs sur 10. Un peu plus d'un demi-électeur sur 10. C'est ça la démocratie aujourd'hui. Et c'est ça qui arrange les gens. Parce que être élu avec un électeur sur 10, ça devient de plus en plus facile quand tu as du pognon. C'est vrai. Mais dis-moi, parle-nous de cette nouvelle loi. On en a parlé brièvement, il y a 5-10 minutes. Celle qui a été promulguée sur les affaires, sur ces entreprises, sur le secret des affaires. Ah bon, alors, parce que celle-là, pour le coup, elle est très importante. Mais ils sont toutes importantes. Le secret des affaires, c'est une vraie honte, cette loi-là. On se sert du secret des affaires. Par exemple, je veux savoir qu'est-ce que je suis en train de manger, parce que ce truc-là, je voudrais au moins connaître la composition de ce que je mange. Et bien, avec le secret des affaires, les mecs peuvent te dire, non, attendez, secret des affaires, je n'ai pas à vous dire les produits toxiques que j'ai mis dans ce que vous êtes en train de manger. Ça, c'est la loi aujourd'hui. Je veux connaître, maintenant que je suis un journaliste d'investigation, je veux savoir qui est derrière une entreprise. Qui paye, qui est l'actionnaire, les ramifications. Eh bien, avec les lois qui sont en train de passer, parce que c'est pas la première, il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, on ne pourra plus savoir. Parce que secret des affaires, vie privée, j'ai pas le droit de savoir. Ça veut dire que s'il y a des sociétés écrans qui ont gagné de l'argent par la drogue, par exemple, mais non, mais attends, et qui sont propriétaires de, je sais pas moi, d'un fleuron national, allez, on va dire Danone, tu ne pourra plus savoir. Mais alors, parlons de la drogue. Je le dis souvent, les gens ne le savent pas. D'ailleurs, il y a un petit collègue là, qui est à la retraite, qui s'appelle Juillet, qui l'a dit il n'y a pas longtemps. Moi, ça fait déjà 2-3 ans que je le dis. Les gens ne le savent pas. Tu sais ce que c'est que le produit intérieur brut? Oui. C'est important, hein. Oui. Produit intérieur, c'est paru tous les ans, ça permet de connaître le pouls de la France. Eh bien, depuis le 1er janvier 2018, ça fait déjà... Ça fait longtemps, ça fait 6 ans. 6 ans. Le produit de la drogue en France est incorporé au PIB. La drogue, la prostitution? Non. Ah, pas encore? Non, la prostitution, c'est pour plus tard. Ah ouais, voilà. Là, ils ont mis que la drogue, faut pas abuser quand même. C'est pour que Bruno Le Maire dise qu'il a fait 1,5% de croissance. Donc en gros, dans le PIB, il y a une variable d'ajustement de 3 à 4 à 5 milliards, on ne sait pas comment ils l'ont calculé, hein, on ne sait pas, qui sert dans le produit intérieur brut français. Chapeau les enfants, chapeau les enfants. Moi je dis maintenant à tous les dealers qui se font gauler, demandez à votre avocat de prêcher les circonstances atténuantes, parce que ces dealers-là travaillent pour le bien-être de la France. C'est vrai. Ils permettent au PIB, de donner des chiffres à peu près convenables. Ils permettent de donner des chiffres intéressants dans le PIB français tous les ans. Donc c'est plus une circonstance. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Et c'est pareil pour les élus. Parce que maintenant, le dealer, il n'y a pas droit. Mais par contre, les élus y ont droit. Hein. Moi, je constate bêtement que tous les élus qui sont condamnés en ce moment, et Anticor, on en voit quelques-uns quand même, et il y en a plein, c'est pas des circonstances aggravantes, c'est des circonstances atténuantes. Quand vous voyez qu'un monsieur Balladur a été condamné sur l'affaire Karachi à 2 mois avec sursis. 2 mois avec sursis. Il y a quand même eu 11 morts dans cette affaire-là, hein, qu'on a fait sauter sur des rétrocommissions dans un bus. 2 mois avec sursis. Le moindre petit gamin qui est en récidive de vol de fromage et de saucisson dans un supermarché, il y en a un là qui vient de prendre 5 mois. Ferme. Je me pose des questions. Quand je vois que M. Moriarty, le garde des Sceaux, là. Bon, Moretti. Ah ouais, j'ai du mal avec lui. Hein. Monsieur comment t'as dit? Moretti. Ah, Moriarty. Dupont-Moretti. Dupont-Moretti, ouais. C'est drôle parce que tu vois, il avait 2 noms, Dupont et Moretti. Ouais. Moretti, Dupont, c'est-à-dire le côté un peu, tu vois, docteur non, Tintin et Milou, Jekyll, et Mr. Hyde, c'est Moretti. C'est ça, Moriarty. Lui, il se paye une Maserati. On ne sait toujours pas comment il a... Maserati. Oui, 300 000 euros, je crois, je ne sais plus combien il a dépensé. Ah, qu'il oublie de déclarer 300 000 euros sur ses impôts aussi. D'accord, oui. Ah oui, non mais... Ce qu'on fait tous. C'est ce que j'allais dire, moi je le fais tous les ans. 300 000 euros. Et qu'en plus, il les rembourse, déjà. Donc ça c'est bien. Ça veut dire qu'il avait déjà 300 000 euros sur son compte pour rembourser. Mais qu'en plus, il ne se fait même pas taper sur les doigts. Parce que lui, c'est normal. Alors, il ne l'a pas fait exprès. Donc c'est normal, il a remboursé, on ne va pas l'embêter. Maintenant qu'il a remboursé, on ne va pas l'embêter. Toi, moi, le petit salarié, on oublie de déclarer quelque chose sur nos impôts au-dessus des 0,5% autorisés, soi-disant par la loi. Mais
Le redressement, tu l'as dans la gueule tout de suite, et puis tu peux pas négocier. Hein. Avec intérêt de retard. Et tu peux pas négocier. Parce que ça aussi, la justice, elle est bizarre. Parce que par exemple, je dois, ce que je dis, encore une fois, est factuel. Je sais pas si je l'ai mis dans le pouvoir du pire ou dans le mensonge d'État. J'ai référencé des gens qui devaient allez, je te dis 90 millions d'euros de retard d'impôts, amende comprise. 90 millions d'euros. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait, 90 millions? Bah, c'est quasiment un hôpital. Hein, pour le mec qui gagne 1600 euros, oh pardon, je ne l'ai pas encore 1600 euros, 1300 euros 57 net du SMIC, 90 millions d'euros d'amende. Donc c'est ce qu'ils ont su, parce qu'encore une fois, c'est des icebergs. Et bien ce mec-là, après négociation, en fin de compte, il a payé que 33 millions. Toi, tu dois 2000 euros aux impôts. Tu te retrouves avec 3 000 euros et les agios à payer si tu ne payes pas dans les 3 mois. Et si tu payes après les 3 mois, c'est 5 000 euros. Et puis si tu n'as pas continué à payer, on te fait vendre ta maison. Tu ne peux pas négocier quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Par contre, quand tu as beaucoup d'argent, tu peux négocier avec les impôts. Et ça, c'est anormal. Est-ce que cette corruption est pire? Et ça, j'appelle ça de la corruption aussi. Bien sûr, mais est-ce que cette corruption est pire qu'autrefois? Pire que de l'époque des Chirac, des Pasqua dont tu as parlé, des Pompidou? C'était déjà pas mal. C'était pas mal. Mais est-ce qu'on a franchi le cap? Ben, on a franchi le cap de la mondialisation et de l'externalisation et de l'Internet. C'est-à-dire qu'avant, il faut se rappeler, moi je me rappelle des gens qui prennent leur valise, qui chargeaient leur bagnole et qui allaient en Suisse. D'accord? Donc le fait de charger ta bagnole avec des lingots d'or, de les planquer dans ta bagnole et en Suisse, tu avais plus de chances de te faire gauler, entre guillemets, parce qu'il fallait que tu passes la frontière, il fallait que tu souris, tu fasses attention. La nénette la tremblait parce qu'elle savait qu'il y avait les... C'était gentil ça à l'époque. Ouais, c'était gentil. C'était gentil par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin. Ça y est, j'ai transféré. Je suis passé par 56 pays pour maquiller le pognon. J'ai 3 sociétés écrans, j'ai 4 sociétés écrans que je manipule de mon bureau dans Paris. Il est évident que c'est beaucoup plus facile de truand d'aujourd'hui. Oui, mais si c'est plus facile, ça veut dire que l'État ne peut rien faire. Mais non, on pourrait si on voulait. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben, je vais te donner un exemple. J'ai un copain qui s'appelle Gérard Filoche, on aime ou on n'aime pas, qui a dit une chose très intéressante il y a quelques fois. 120 milliards d'euros d'optimisation fiscale par an, ok? J'embauche 1000 contrôleurs fiscaux. 1000! Et vous vous occupez de ça. Je peux t'assurer que je récupère les 120 milliards et qu'en plus l'État fait du bénéfice. Pourquoi ils ne le font pas? Est-ce que c'est sûr ça? Parce que Gérard Filoche, oui, c'était un ancien inspecteur du travail, de gauche en plus. Oui, bon, il n'a pas toutes les qualités du coup. Est-ce que c'est pas juste théorique? Mais c'est mathématique. Il n'y a pas les moyens. Comme il n'y a pas les moyens dans la justice, je l'ai mis dans le pouvoir du pire, on est un des pays qu'on montre du doigt au niveau de la justice. Il n'y a plus de greffiers. Il y a des endroits en Seine-Saint-Denis où ils n'ont plus les stylos pour remplir les procès-verbaux. Donc il est évident qu'à partir du moment où il n'y a pas les moyens, ben les mecs ils en profitent. Mais il y a bien des contrôleurs, du travail, entre guillemets, et ça c'est un problème, qui ne contrôlent plus parce qu'il n'y en a pas assez. T'embauches ces gens-là. Je peux t'assurer que les gens qui truandent dans le BTP, tous les ouvriers sans papier, mais on va les découvrir. Mais comment tu veux que ces gens-là fassent quand ils ont un secteur de 4 départements à couvrir? Ils ne peuvent pas. Donc, le ministère de Bercy, entre guillemets, mettrait les moyens pour traquer véritablement la fraude fiscale, elle le ferait. Oui, je me rappelle toujours, attends, je termine, un type qui en ce moment est mis en examen, un type de gauche, il y en a aussi qui sont cons, autant que les mecs de droite, excuse-moi. Comment il s'appelait ce type? Il était commissaire, je sais pas quoi, la Comenucci, là, j'ai du mal avec les noms. Un commissaire de gauche? Ouais, commissaire machin, qui avait fait une liste des pays sur liste noire, etc. Et quand on avait fait la liste, on s'est aperçu qu'il avait foutu des listes bidons, qui manquaient vraiment des pays où tu pouvais planquer ton pognon. Il l'avait pas mis dans la liste, ce mec-là. Je sais pas, dis-moi. Tu vois, mais j'ai plus son nom en tête, ça se termine Paris. Il vient d'être mis en examen, là, pour des choses pas bien qu'il a faites, encore une fois, comme tout, alors que c'est encore un qu'il avait plus blanc que blanc. Hein. C'était un Cahuzac, celui-là aussi. Mais la corruption, on met pas les moyens pour lutter contre. Donc comment tu veux que ça marche? Comment ça se fait que l'affaire Benalla, on n'a toujours pas retrouvé le coffre-fort? Oui, mais ça, regarde... Tu sais qu'un coffre-fort, c'est gros. Oui, mais c'est énorme. Gros, ouais. Qui avait des scellés sur la porte. D'accord? Et ils ont fait disparaître le coffre-fort dans la nuit, et on ne le retrouve pas. Alors par contre, c'est là où il faut être honnête vis-à-vis de la justice,
Tu t'appelles le fils de Sarkozy et tu te fais voler ton scooter. Je sais pas pourquoi, là, il y a 4 brigades, ça machin, 48 heures après, ils ont retrouvé le mec, ils ont tout retrouvé. Mais comment tu l'expliques ça? Voilà, Bercy sait qu'en embauchant 1000 inspecteurs du Trésor, Ouais. ils récupéreront... Ça peut être 999, hein. Ouais, 999 si tu veux, ils récupéreront les 100 milliards. Mais c'est évident. Sachant que là, pour le budget de cette année, il leur manque 20 milliards. Mais sûrement je- qu'ils vont, je qu'ils vais vont te utiliser dire, avec des hausses d'impôts. Pourquoi je est-ce vais- que Bercy ne le fait pas? Mais parce qu'ils se serrent la main les uns les autres. Parce que c'est aussi des gens qui se fréquentent entre eux. Pourquoi, encore ce que je disais tout à l'heure, pourquoi entre copains, ils vont se taper dessus? Tu sais, c'est comme la haute cour de justice, hein, qui soi-disant est là pour juger les ministres. Quand tu as été député pendant 20 ans, que tu as fréquenté dans le même assemblée, que tu as bouffé à table, que tu as discuté qu'il est de ton parti politique avec un autre élu qui est mis en examen à la haute cour de justice, comment tu veux le condamner? Comment tu veux le condamner? Ça marche pas. Ils sont entre eux, ils sont dans l'entre-soi. Pourquoi tu veux que ça change? Ces gens-là, en plus, alors, et puis il y a la grande formule, hein, aussi, qu'on nous sort. Tu comprends, ces gens-là, ça crée de l'emploi. Si jamais je les attaque, ils vont délocaliser. Ben oui, mon pote. Et alors? T'as truandé, hein. Moi, je serais intraitable là-dessus. Mais on n'est pas intraitable. Mais justement, tiens, tu as touché un point sensible. Si M. Bernard Arnault dit, écoutez, ben moi, j'ai 40 000 salariés Mais c'est ce qu'il en dit. France, eh ben, je vais délocaliser. On aura du coup 40 000 mecs au chômage Ouais. et donc 40 000 chômeurs à Ouais. rétribuer. Ouais. Donc j'imagine que l'État se dit, ah, je ne veux pas avoir 40 000 chômeurs à rétribuer. Eh ben donc, je laisse ce mec-là continuer à truander. Moi, il fait ça, je bloque tous ses comptes. Je veux dire, il aura une vie d'enfer, ce brave monsieur, s'il veut. Délocalise. Tu ne remettras plus jamais les pieds en France, bonhomme. Délocalise, vas-y. D'abord, avant que tu délocalises, tout ton pognon, je le bloque en France. Et ça, on peut le faire. Hein. Qu'on me dise pas qu'on peut le faire, on l'a bien fait pour certains Russes. C'est vrai. C'est vrai pour le coup. Excuse-moi, je suis Non, mais c'est vrai. un type très bête, moi. Très bête. Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, tu peux bloquer un compte en banque. Donc tous les comptes Arnaud, toutes les filiales, toutes les boîtes, ces voitures, ces hôtels particuliers, etc. Tu vois, je change la serrure. Ton hôtel particulier. Tu veux délocaliser? Pas de problème. Mais tu vois l'hôtel particulier, là? Je change la serrure. Et non seulement je change la serrure, mais je change à toute ta famille. Parce qu'il y en a qui savent organiser leur insolvabilité, hein. Il y a des gens qui sont spécialistes. Hein. En Russie, j'ai un très bon copain à Crime Halt qui essaie d'instituer en France que quand on chope un malfaiteur, on lui prend tout à lui et sa famille. Pourquoi? Parce que ces mecs-là se servent de la loi, et comme par exemple la société n'est pas à son nom, c'est au nom de sa femme, comme la voiture n'est pas à son nom, c'est au nom de son fils, moi j'ai rien, vous pouvez rien me prendre. Si, je te prends tout. Donc ça l'État le fait déjà. Elle le fait sur ces types de voyous, mais elle le fait pas sur, elle pourrait pas le faire sur Ah non, Bernard elle Arnault. le fait pas, ça. Elle le fait Elle le fait pas. non, moi, Mais elle pourrait le faire. Elle pourrait. Ça se fait bien. C'est-à-dire qu'elle a la possibilité par la loi de le faire. Mais oui, mais ils veulent pas le faire. Ils veulent pas le faire. C'est pas bien. Prendre la société du mec qui a truandé, qui a mis au nom de sa femme, c'est pas bien, ça se fait pas, c'est pas légal. Il faut juste changer la loi. Ils le font bien en Italie. Moi, je sais quand, le 6 juillet, là, je vais manger, je vais à Aubervilliers avec, je suis reçu par Crime Halt, où ils ont monté une coopérative, c'est-à-dire qu'ils ont pris tous les terrains de mafieux déclarés, condamnés, ils ont tout pris, hein. Et ils ont transformé ça en coopérative pour des ouvriers, ils ont redistribué les terrains, etc., à des ouvriers, et ils font de la... Tu sais ce qu'on met dans les salades, la polenta, le truc blanc? Le fromage? Oui, je ne sais plus comment ça La s'appelle. burrata? La burrata. Donc je vais aller dîner de la burrata mafieuse le 6 juillet à Aubervilliers. Parce que c'est de la burrata qui appartenait à des mafieux et qui a été redistribuée au peuple. Ça veut dire que l'Italie, le pays de la mafia, Ouais. fait plus Ah oui. que la France. Bah, c'est évident, l'histoire des repentis, etc., c'est pas con en Italie. Et en Italie, tu es déclaré voleur, mafieux, etc., on peut tout te prendre. À toi et ta famille. Tout ce que tu as caché, on prend. Et bien en France, on pourrait faire pareil. Mais on ne le fait pas, tu crois, parce que c'est entre gens de bonne famille. Mais les conséquences seraient magnifiques pour les gens, parce qu'ils verraient leur cotisation baisser. Enfin, si on récupérait tout cet argent, ils verraient leur cotisation baisser, Ah, mais c'est leur évident. impôt baisser, la TVA baisser, enfin, ils verraient tout baisser, en fait. Mais c'est évident. Si Amazon payait ses impôts, je peux te dire qu'on rembourse une grande partie du pseudo-déficit de la sécurité sociale. Mais on ne veut pas. Si on vraiment mettait les moyens pour lutter contre la fraude fiscale, on pourrait. Mais ils ne veulent pas. Par contre, alors là, le RSA, les 0,02% qui truandent sur le RSA, il faut mettre le paquet.
Là, ils mettent le paquet, là. Là, ils ont embauché, écoute-moi bien, 150 contrôleurs, dernièrement, 150 contrôleurs, pour vérifier le RSA des pauvres. Donc je me dis, attends, pour vérifier le RSA, c'est 0,02% de gens qui... Et c'est des connards, hein. Le mec qui truande sur le RSA... Pas truander, hein. Voilà. Tu n'es pas pour le truandage. Non, le mec qui truande sur le RSA, il est aussi connard que le mec qui truande sur ses milliards, qu'on soit bien d'accord. Bien sûr. Mais là, bizarrement, ils ont trouvé 150 personnes à embaucher pour vérifier. Mais ils n'ont pas trouvé les 1000. Merci, c'est ce que je voulais t'amener à faire. Donc tu te poses la question, de façon bête, je ne suis pas un type intelligent. Pourquoi tu peux le faire dans un sens et pourquoi tu ne peux pas le faire dans l'autre? Eh bien là, ils ne peuvent pas. Pourquoi tu luttes contre la corruption et qu'en même temps tu retires l'agrément sans raison valable à la seule association qui luttait vraiment contre la corruption? Parce que nous, la corruption, hein, qu'on soit clair, à Anticorps, c'est pas à droite ou à gauche. La corruption, c'est un système. Donc on se bat aussi bien contre les gens de gauche que contre les gens de droite. Mais là, on a un problème. Est-ce que la corruption existe aussi pour, par exemple, les permis de construire, Tiens, j'avais reçu une fois un employé... J'ai pas la liste en tête, mais il y a de la corruption partout, sur les appels d'offres. Dans tous les domaines. Mais oui, partout, il y a du pognon. Par exemple, j'ai reçu... Par contre, il n'y a pas de corruption sur un élu bénévole. Alors, j'ai reçu... Un conseiller municipal bénévole, ça devient difficile. Le conseiller municipal qui est chargé des cimetières, quoi qu'il peut y en avoir un petit peu, c'est plus difficile, la corruption. Par contre, les adjoints au logement dans certaines grandes villes, moi j'en ai épinglé plus d'un dans mes livres, parce que dès qu'il y a du pognon ou dès qu'on peut recevoir des émoluments, moi j'ai été conseiller régional, hein, président de la formation professionnelle et de l'apprentissage. 3 fois j'ai été abordé pour qu'on me donne des sous à 6,0. À 6,0 ? Oui. Pour faire quoi ? Je devais autoriser un certain nombre de choses, etc. etc. Sur un compte en banque étranger, hein. On s'en met d'accord. Hein. Donc toi, tes droits, donc t'as refusé. Non, j'ai pas refusé. Non, j'ai pas refusé. Donc t'as dit quoi? J'ai demandé à ce que ce soit marqué dans le contrat. Ah bon. Évidemment. Je les ai jamais revus. Je les ai jamais revus. Donc toi, t'as demandé ça, mais j'imagine que 9 conseillers régionaux sur 10... Non, pas 9. Pour les accepter. Mais pas 9 sur 10. Mais, au moins la moitié. Non, j'ai pas de chiffre en tête. C'est pas la majorité les gens qui truandent, hein, c'est juste ces deux dominants. Mais c'est vrai que par contre, on fait rien contre la corruption. Je vais donner un exemple. J'aime bien le factuel. D'accord ? J'ai 3 élus aux députés européens, il y a 3 ou 4 ans, qui ont été gaulés la main dans le sac. Quand je dis la main dans le sac, c'est vraiment la main dans le sac. Hein. Vidéo à l'appui. En train de toucher 100 000 euros en liquide. C'est pas rien, 100 000 euros. Hein. 100 000 euros en liquide pour voter sur un certain nombre de choses. J'attends toujours qu'ils soient condamnés. C'était quand ? Il y a 3 ou 4 ans. Mais j'ai mieux. J'ai une vice-présidente de l'Europe hein, qui a été en prison. Parce que là aussi, on a découvert de l'argent liquide, on a des preuves. C'est pas du pipeau. Elle est sortie de prison, t'es au courant ? Elle a retrouvé son poste. Elle est redevenue députée européenne. Ben, elle est toujours. C'est beau. Et non seulement elle est toujours, mais je crois qu'elle est toujours vice-présidente. Vice-présidente. Ouais. Bah, c'est magnifique. C'est pas mal, hein. Ben là, personne n'en parle. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Mais c'est les gens qui font la loi. C'est comme le casier judiciaire. Hein. Le casier judiciaire vierge que je réclame à corps et à cri depuis que ce temps. Moi, j'attends toujours. Hein. Ils sont tous d'accord. Hein. Mais pour les autres. Comment ça ? Attends. Il faut pas avoir un casier judiciaire vierge pour être élu ? Non, la loi est toujours pas passée. La loi ne passera pas. Macron m'a menti. Macron, t'es un menteur, fais-moi un procès. J'attends toujours qu'il me le fasse. Aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il t'a dit, Macron, exactement ? Rien. Et moi, il est en mars 2017. On situe. Il y a un copain qui s'appelle Julien, qui était dans l'équipe à Macron, qui vient me voir en me demandant de lui préparer une note sur le casier judiciaire vierge, dont je suis l'instigateur, dont je suis celui qui avait fait les 396 métiers qu'on exige pour travailler, dont j'étais l'instigateur de la pétition pour que les élus aient un casier vierge pour se présenter. J'avais fait la note pour Asselineau, je l'avais fait pour Dupont-Aignan, je l'avais fait pour Jean Lassalle, je lui fais une note. Il la met dans son programme, page 27. Content, Pasco. Enfin, les élus vont avoir un casier vierge. Il en parle lors du débat télévisé à 11 qu'ils ont fait avant le premier tour. Premier tour passe, on arrive au deuxième. Macron, Marine Le Pen, c'est ça ? Oui.
3 jours avant le vote du deuxième tour, le même Julien revient me voir en me disant « Philippe, on est bien embêté, mais le casier judiciaire vierge, on ne pourra pas le faire. » Pourquoi ? Bayrou n'est pas d'accord. Ah, d'accord. Et c'est pas constitutionnel. Pardon, excusez-moi pour le geste. J'ai dit « Casse-toi, menteur ». Et il l'a toujours pas fait. Alors qu'en plus, il faut que vous le sachiez, écoutez bien ce que je vais vous dire. La loi a été votée. C'est-à-dire que quand moi j'ai lancé la pétition en 2014, en 2017, il y a une loi sur le casier vierge qui a été votée à l'Assemblée nationale le 1er février 2017. 1er février 2017, mars 2017, mai 2017. Cette loi a été votée à l'unanimité. On avait pris la précaution avec il y avait, je ne sais plus qui, un sénateur, une députée qui avait rédigé la loi, de consulter le Conseil constitutionnel pour savoir si on avait fait des erreurs sur la loi, etc. On avait rectifié la loi. Cette loi sur le casier judiciaire vierge pour être élu est votée à l'unanimité des députés présents le 1er février 2017. Tu me suis ? Et j'imagine toujours pas de décret. Mais non, mais attends, elle est partie au Sénat pour examen. Elle est toujours au Sénat pour examen. Ah, bon, bah, tu sais, le Sénat, c'est un peu plus long quand même. Hein. Ouais. Il suffirait qu'un seul groupe politique prenne la loi. Je peux leur dire où est le tiroir, à quel endroit ils ont mis la loi, où elle est planquée au Sénat. Hein. Ils sortent la loi, ils l'examinent, ils la repassent à l'Assemblée nationale et la loi sur le casier judiciaire vierge est promulguée. Ils ne le font pas. Mais tu sais, en plus, le casier judiciaire, c'est une petite truanderie, parce que dans l'esprit des gens, casier judiciaire vierge, c'est une feuille blanche, voilà. Alors que le casier A truc, B2, B3, B machin... La loi qu'on avait posée au 1er février 2007, je vais te donner un exemple hein, par rapport à ça, c'était sur la corruption, la concision, le harcèlement sexuel. C'était pas le petit délit de voiture, c'est qu'on soit bien clair, parce qu'il y a souvent ça qu'on me sort dans les dents. Je vais même te donner un exemple par rapport à ça. Quand j'ai fait ma pétition, il n'y a pas beaucoup de députés qui l'ont signé. Hein. Il y a Jean Lassalle, il y a Nicolas Dupont-Aignan, il y a Retailleau et De Courson. Je prends des mecs de gauche et c'est que les de droite. Jean Lassalle me signe la pétition sans problème. Ce couillon-là, excuse-moi Jeannot, hein. Il me téléphone 2 jours après. Oh, parce que t'es un con, putain, j'ai signé. En fin de compte, j'ai été condamné parce que j'ai eu un accident de voiture. Je suis obligé de démissionner. Il n'avait pas compris. Non, c'est pas pour les petits accidents de bagnole. C'est corruption, concision, harcèlement sexuel, détournement d'argent, c'est des trucs graves. Normalement, tu ne devrais pas pouvoir te représenter. Et c'est une anomalie parce que, je le cite toujours en exemple, pour travailler dans une mairie aujourd'hui, il te faut un casier judiciaire vierge. Il te faut un casier judiciaire vierge. Si jamais tu es condamné pendant que tu es fonctionnaire, tu peux être viré et ils peuvent même, selon la gravité, te retirer ta retraite. C'est grave quand même. Par contre, pour diriger la mairie, non, pas de problème. Tu peux avoir toujours un casier chargé. Si je suis condamné en tant que personnade, je suis comptable, je détourne de l'argent, je suis condamné, et j'ai souvent une interdiction d'exercer dans le métier de la comptabilité pendant X années. Si je suis directeur de colonie de vacances et que je commence à tripatouiller des enfants, je suis condamné, avec raison, et il ne faut pas les louper, les pédophiles, et j'ai interdiction d'approcher, quels que soient les enfants, les écoles, etc. Élu, non. Je peux être condamné, et en plus, il n'y a pas de problème, je peux continuer à faire des mariages, je suis toujours directeur des colonies de vacances, je peux continuer à détourner de l'argent sans problème. C'est une aberration. Bah, quand on voit un Cahuzac qui se représente... Alors ça, c'est un autre problème. Oui, mais quand même. Enfin, je veux dire, normalement, il devrait quitter totalement la politique. Non. Moi, j'essaye d'être pragmatique et d'être logique. C'est que Cahuzac se représente, c'est immoral. Mais c'est légal. Oui. Il a eu 10 ans d'inéligibilité, ou 5 ans, je ne sais plus. Il a eu ces 10 ans Ok, tu te représentes. Après, c'est aux gens de ne pas voter pour lui. C'est un autre problème. Moi, ce que je dis, c'est que quand tu es condamné, et encore sous le coup de la condamnation, tu n'as plus le droit d'être élu. Ou alors, on présente une inéligibilité à vie. Parce que pour moi, quand tu es élu, c'est fait pour servir et non se servir. Donc pour moi, mettre les mains dans la poche, mettre les doigts dans la confiture quand tu es élu, c'est une circonstance aggravante. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la loi est faite que, aujourd'hui, je vais te dire, tout le monde a droit à la rédemption. Après, tu as un minimum d'orgueil, tu ne te présentes pas. Mais ces gens-là n'ont aucun orgueil. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire ?
qu'est-ce que les gens peuvent faire? Bon, j'imagine déjà être informés, parce que tout ce que tu dis dans tes livres, Oui. les 95% des gens ne sont pas au courant. Écoute, je peux pas faire plus que ce que je fais. Moi, j'écris. J'écris des livres, hein, Le pouvoir du pire. J'en ai un autre un peu plus marrant qui s'appelle Les cons, ça ose tout. 3 points de suspension, moi aussi, qui référence toutes les conneries légales et de lois qui sont posées. Par exemple, il y a une loi américaine qui est complètement folle. Je te jure que c'est vrai, encore une fois, ce que je dis est factuel. Vas-y. Que si jamais tu sautes d'un building, tu peux être condamné à mort. Ah, bon, ça c'est... Ne sautez pas d'un building. Hein. Il y a une autre loi. Si vous restez vivant. Hein, Non mais tu vois, des fois, jusqu'où va la connerie, quoi. Il y a une autre loi qui t'interdit, je crois que c'est en Angleterre, de faire l'amour avec les porcs épics. Ah. Tout ça, c'est factuel. Hein. C'est interdit. Oui, c'est interdit. Les porcs épics, c'est interdit. Bon. Tu peux. Je crois que mon réalisateur voulait essayer, mais... Non, mais c'est un truc de fou. mais bon, comme il est en France, il a le Alors, droit. tiens, je vais en donner une marrante, là, Vas-y. pour détendre un peu l'atmosphère. En Angleterre, c'est une loi qui existe toujours, écoutez bien. Pour les femmes enceintes, si vous avez envie de faire pipi en Angleterre, Oui. vous avez le droit, et c'est légal, de demander le bob d'un policier et de faire pipi dedans. D'accord. Le policier doit vous donner son bob et vous avez le droit de faire... C'est légal, hein. Comme quoi, des fois, tu te poses des questions. En Angleterre, encore, il y a une loi qui t'interdit de faire l'amour sur une moto à l'arrêt devant une église. Pourquoi? Ah, je sais pas. Moi, j'ai référencé toutes ces conneries. Donc, par contre... quand même, par contre, en roulant- spirituel quand même. en roulant, dans tu une peux. église, pas rien. Oui, mais pourquoi à l'arrêt? Oui, c'est vrai. Pourquoi sur une moto? Sur un banc, ça va. Sur un banc, apparemment, t'as le droit. Ou en roulant, t'as le droit. Mais à l'arrêt, devant une église, en Angleterre, t'as pas le droit de faire l'amour. Et des lois Et en comme ça... France, il y a une loi un peu comme ça, un peu marrante. Oh bah des lois, j'en ai plein. En France, j'en ai un paquet. Mais Vas-y, pas sans- non, il faudrait que je me rende. J'en ai eu tellement. En France, qu'est-ce qu'il y a comme conneries en France? Il y en a pas mal en France. Hein. Mais t'imagines toute cette imposition de loi que l'on fait, tous ces gens Ah bah, c'est des que l'on millefeuilles. paye pour écrire des conneries pareilles. Mais Et puis c'est des études. Hein. Mais c'est un plus. Ah mais attends, je vais t'en donner une en France, moi, qui m'a rendu fou. J'ai écrit un article il y a 7 ou 8 ans là-dessus, qui est toujours d'actualité. Alors ça a été fait par notre brave Europe. Hein. Ah oui. Ce que je vous dis est factuel. Ils ont réuni une commission, c'est pas passé, heureusement. Ils ont réuni une commission qui s'est réunie pendant 3 ou 4 mois à Bruxelles ou à Strasbourg, hein, parce qu'il faut de temps en temps qu'ils bougent, hein, donc ils emmènent tout, pour mettre en place en France et sur toute l'Europe la fabrication des grille-pains à un trou. À un trou. Hum. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, tu sais que les grille-pains, Oui. il y a 2 trous, Oui, ah oui, oui. d'accord Oui. Pour mettre 2 tranches. C'est vrai? Eh bien, ils voulaient interdire les fabrications des grille-pains à 2 trous. Ils ne voulaient plus que des grille-pains à un trou. Ce que je vous dis est factuel. Hein. Mais peut-être que c'est pour faire relancer l'économie et acheter 2 grille-pains. Non, c'est pas ça. Non, c'est pour faire des économies. D'accord. C'est pour faire des économies. C'est-à-dire qu'ils avaient calculé que de toute manière, la plupart du temps, des ménages ne grillaient qu'une seule tartine et non 2, et que donc ça ne servait à rien au niveau de l'électricité, etc., de faire deux tranches, etc. C'est pas passé. Par contre, c'est passé, parce que c'est ça l'Europe, hein. C'est passé pour la fabrication soit des lave-vaisselle, soit des lave-linge, je ne sais plus, un des deux, où on n'a plus le droit en France et en Europe, depuis 2 ou 3 ans, de fabriquer, alors ce que je dis, c'est factuel, mais les chiffres ne sont pas forcément exacts, hein, de fabriquer des lave-linges ou des lave-vaisselle de plus de 1600 watts. Je crois que c'est le lave-vaisselle pour la vaisselle. Pourquoi? Ah bah parce que ça économise de l'eau, paraît-il. Bon, on s'est aperçu que c'est de l'électricité, etc. Ils ont toujours des raisons très fumeuses. Ils ont réfléchi pour ça. Et on s'est aperçu que de toute manière, tu mettais plus fort ton lave-vaisselle et que de toute manière, tu utilisais plus d'eau et plus d'électricité. Mais c'est pas ça le problème. C'est qu'en partant d'un constat à la con de gens qui connaissent pas le terrain, ils n'ont pas fait la même chose pour les sèche-cheveux qui font 2200 watts. Donc aujourd'hui, tu ne peux plus acheter un lave-linge qui fait plus de 1600 watts, qui est pousseux, etc. Par contre, tu peux toujours acheter un sèche-cheveux de 2200 watts qui te bouffe de l'électricité, du CO2, je sais pas justement, quoi. tiens, en parlant de l'Europe, est-ce qu'avec Bruxelles, on a augmenté aussi cette corruption? Mais c'est évident. Tu sais combien il y a de lobbyistes déclarés à Bruxelles par député européen? Non. Alors je parle de lobbyistes déclarés. Déclaré. Parce qu'on peut ne pas être déclaré aussi. Bah, tu penses qu'il y en a plein qui ne sont pas déclarés, hein, on le sait. 20 lobbyistes déclarés par député. C'est-à-dire qu'il y a 20 mecs qui sont payés au mois
pour influencer, et non informer, parce que informer me gêne pas, moi, pour influencer vis-à-vis de leur patron, le député européen dont ils sont responsables. C'est difficile. Donc ils sont responsables. Ah bah oui. Ça veut dire que voilà, un député européen, français par exemple, on va dire français, parce qu'on À est en 20 France, lobbyistes sur la gueule. est pris en main par 20 lobbyistes. Oui, oui. Est-ce qu'on sait globalement qui sont ces lobbyistes? Ah bah ceux qui sont déclarés, oui. Mais après, il y a les zones d'influence. Par exemple, tiens, Et ça va ceux qui sont déclarés, c'est quoi à peu près? C'est quel type d'entreprise, ça peut être d'organisation? Ça peut être des États, ça peut être des ONG, ça peut être un tas de choses. Ça peut être surtout des entreprises qui payent des gens pour qu'il y ait des textes de loi pour ralentir un certain nombre de lois intéressantes. Le lobby des chasseurs, le lobby, ils ont tous des mecs pour t'empêcher, entre guillemets, de passer des lois intéressantes en France. À partir du moment où il y a du pognon, je veux dire, il y a un gros exemple dernièrement, hein, sur les trucs éternels. Les trucs éternels. Ouais, les produits nocifs éternels, là. C'est la grande mode en ce moment, les PAF, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là. Tu sais qu'ils ont sorti une loi, Ouais. donc on ne pouvait plus utiliser ces produits-là dans certains... Putain, sauf pour les poils Tefal, dis donc. Et ça, c'est passé comment? C'est parce qu'il y a eu un député qui était pris en main, qui a réussi à Parce qu'ils ont fait un amendement. sauf Tefal. Sauf Tefal. Donc Tefal peut continuer à en mettre dans ses plaques. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un député qui prend de l'argent ou plusieurs. Je dis pas ça parce qu'il y a mais des il fois. ne pas ça gratuitement. Mais je sais pas, des fois, j'ai pas les preuves, donc quand moi j'ai pas les preuves, je constate T'as pas les preuves. simplement. En tout cas, un député ne va pas le faire gratuitement. Je ne parce sais qu'il pas. aime bien Tefal. Je ne sais pas. Peut-être que son épouse a été embauchée. Il y a plein de choses. Moi, quand j'ai pas les preuves, je fais juste dans le constat. Je constate simplement qu'il y a une bonne loi qui est parue. Une bonne loi qui est parue sur le fait qu'on ne pouvait pas utiliser ce genre de produits qui sont négatifs pour la santé humaine, qui font des gosses malades, qui donnent des cancers, sauf pour les poils Tefal. Mais là, encore une fois, l'État le sait. Elle sait que mais pour plein de choses. Tel député a réussi à enlever les poils Tefal. L'État, derrière, est-ce qu'elle va mettre son nez là-dedans ou pas? Mais non. Donc l'État est complice, en plus. Ah, moi, je dis que dans l'État et dans certains organismes, les mecs, ils ont de la merde dans les yeux. Mais je peux te citer plein d'exemples comme ça. Le glyphosate. On ne devait pas l'interdire, là? C'est vrai. C'était même une promesse. Ah, tiens, c'était une promesse. Pas de problème. Les glyphosates, on n'en veut plus. Ils ont repoussé. Quand il y a eu l'interdiction, la France s'est abstenue. Ça s'appelle comment, ça? Et on sait que ça va tuer des gens. On sait que le glyphosate, c'est pas bon pour la santé. Il y a quand même des agriculteurs qui ont gagné des procès. En Amérique, il y a des gens qui ont fait des procès et qui ont gagné, qui prouvent que ces choses-là sont cancérigènes pour l'ensemble. Mais qu'est-ce que ça rapporte comme argent? Et puis il y a plein de choses où on gueule pour les agriculteurs qui utilisent... Parce qu'après, il y a l'inverse. On gueule pour les agriculteurs, par exemple, qui c'est vrai, ne peuvent pas concurrencer certains produits étrangers, comme l'Espagne, etc., parce qu'eux n'ont pas les mêmes règles sanitaires. Donc ils peuvent faire n'importe quoi sur les pesticides, ça arrive en France, et puis le français ne lui peut pas. Mais qu'est-ce qu'empêche l'État de taxer les produits étrangers? Qu'est-ce qu'empêche l'État d'exiger, et qu'on ne me dise pas que c'est la mondialisation, quand on veut, on peut, d'exiger que les produits espagnols toxiques, dont on sait qu'ils mettent des produits toxiques, eh ben, ils ne rendent pas les vendre en France. On a bien... Pourquoi ils ne le font pas? On a bien voté aussi sur les produits ukrainiens. Ah oui. Parce qu'à la rigueur espagnole, on pourrait dire, bon, c'est l'Europe, mais ukrainien. Oui, aussi. Mais ouais, mais l'ukrainien, c'est pas l'Europe, c'est pas Schengen, c'est pas... Non, mais il y a toujours une bonne excuse. Par contre, nos agriculteurs, eux, crèvent de faim. Parce qu'eux, on leur applique des règles, parce qu'en France, ça la fout bien de pouvoir dire « je me suis battu pour que les produits bio soient bons en France, etc. etc. » Par contre, j'en ai rien à foutre de te foutre du poulet chloré qui vient du Canada à cause du CETA. Ça leur pose pas de problème aux élus. Et donc, du coup, comment t'expliques que... ça rapporte de l'argent, tout ça? Non, pas ça. Parce que là, tout ce qu'on s'est dit, c'est une réalité, c'est factuel. Et comment on explique qu'aujourd'hui, il n'y a pas de journalistes
qui enquête sur ça. Il n'y a pas de médias qui en parlent. Si, il y en a. Non, pas à TF1, pas à France 2. Non, parce que moi, quand je dis médias, quand je dis médias, c'est pas nous. Enfin, oui, nous, on est médias. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas assez fort comme TF1, France 2, la 6, pour que Mme Dupont et M. Durand soient au courant de ce scandale. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est un gros problème parce qu'il n'y a plus d'investigation. Cite-moi une seule émission d'investigation à la télé aujourd'hui. Il y a Cache Investigation, mais bon. C'est tout. Et encore, ça va pas très loin. C'est tout. Ça, c'est déjà pas mal. Par rapport à ce qu'on pourrait faire, c'est déjà pas mal. Mais il y en a une autre. Mais comment tu l'expliques? Parce que j'avais interviewé Jean-Baptiste Rivoire qui avait sorti des affaires sur Macron. Et il a été viré à l'époque de Canal+. Oui, est-ce que tu entends sur Canal+ ou d'autres des émissions sur Bolloré? Ça c'est sûr que non. Est-ce que quand M. Dassault était au pouvoir, entré au pouvoir, etc., t'entendais des choses dans s'il possédait le Figaro, Paris Match Est-ce que tu entendais sur les scandales de M. Dassault qui faisait des safaris en voiture en Belgique et à Rambouillet? Jamais. Mais pour le coup, j'entends pas de scandale ni sur eux, ni sur personne en fait. Non, ni même sur des gens d'un niveau inférieur. Ils sont une dizaine à posséder... Oui, mais même hors de ces 10... Mais après, il y a une autocensure qui se met en place. Moi, j'ai des journalistes qui m'appellent en me disant « Philippe, je te donne l'info parce que moi, je peux pas la faire paraître dans ma rédaction. » Parce qu'il y a une espèce d'autocensure qui se met en place. Les gens ont peur. Et je les comprends. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'être courageux. C'est de plus en plus difficile d'écrire des choses quand tu sais que les annonceurs payent dans ton journal et que si jamais tu fais passer ces articles-là, la pub, elle va sauter. C'est pas simple. Moi, je comprends que les gens aient de plus en plus peur, mais c'est un système qui se met en place. Quand tu sais que tu risques d'avoir un procès Bayon ou de te faire virer Manu Militari, parce que à France Inter, tu as osé faire une blague potache et que quelque part on te tape dans la gueule, alors qu'il y en a qui font 10 fois pire et on leur dit rien. Moi j'ai un type qui s'appelle Jules Ferry. Jules Ferry, non pas Jules Ferry. Non, Luc Ferry, tu veux dire. Luc Ferry, ouais, mais il se prend Jules Ferry, c'est des plus anciens. Non, mais il se prend pour Jules Ferry, ce mec. Luc Ferry qui déclare qu'il faut tuer et tirer sur les gilets jaunes et qui a même pas été remis en examen. Qui a même pas été mis en examen. Alors que moi j'ai des gilets jaunes qui n'ont rien fait. Oui, mais par exemple, France Télé, c'est le service public. Ils ne font pas de publicité. Attends, supprime, c'est au service de certains, moi. Oui, mais bon, théoriquement, c'est le service public. Oui, c'est marqué ça. Ils ont une charte. Pourquoi le service dit public ne s'empare pas de ces affaires? T'es naïf ou t'es idiot? Je suis un peu naïf, moi j'ai un peu ma petite conscience, tu vois. Non, mais il n'y a pas photo. Tous ces gens-là, maintenant, sont aux ordres. Il n'y a pas photo, faut pas avoir peur des mots. La plupart de ces gens-là sont aux ordres. Moi, je me souviens, j'ai 2 journalistes que j'ai épinglés qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu, qui n'ont jamais lu un seul de mes livres, qui m'ont incendié sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Que j'étais un pour un, j'étais un extrémiste de droite, pour l'autre, j'étais un... Que tu n'es pas, ça, pour te connaître. J'ai failli l'être dans le Canard enchaîné il y a 2 semaines. Ah, bon. En tout cas, t'es pas de droite, t'as même pas du centre droit. Non, je suis désolé, je suis un peu de gauche. Mais je suis pas d'une gauche caviar. Et je respecte les gens de droite quand c'est des gens propres. Tu vois, je fais pas comme aujourd'hui, il y a certains mecs qui sont sectaires dans un sens enfin bref, on va pas rentrer dans le détail. Mais c'est vrai que je suis désolé pour ceux qui regardent, là, qui pensaient que j'étais un mec de droite. Non, je suis un type de gauche. Mais j'essaye d'être honnête. J'en étais où avec tout ça? Parce qu'on digresse. Donc il y a eu des journalistes qui t'ont incendié sur les réseaux? Oui, que je ne connais pas, sur ordre. On sait de qui? Je pense que ça venait du gouvernement. Je commençais à être un petit peu trop chaud, au niveau de gilet jaune, etc. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Que j'étais le pire des mecs. À part l'extrême droite? Le pire des mecs. Et je n'ai donc plus été invité dans certains médias. J'ai été blacklisté sur d'autres. C'est un truc de fou, quoi. J'ai eu même des articles où ils se sont servis de mon fils pour me taper dans la gueule. Comment ça? Panayotis est un peu connu. Ouais. Ils ont écrit un article sur Panayotis en destroyant son père. C'est tellement pratique. Et ces gens-là agissent sur ordre. Quand tu fouilles. Il n'y a pas longtemps, on a quand même découvert qu'il y a des journalistes qui étaient payés par des États étrangers. Si certains sont payés par des États étrangers, à mon avis, il y en a aussi qui sont payés par des États français, par l'État français. Oui, mais comment t'expliques qu'en Amérique, par exemple, le journalisme d'investigation continue d'exister? Parce qu'en Amérique, il y a des intérêts, entre guillemets, croisés, qui font que, et la Constitution te garantit ce genre de choses. En France, c'est le pognon qui gère.
En Amérique, si j'ai pas de pognon d'un côté, je peux aller le chercher de l'autre. En Amérique, la prison de liberté qu'ils ont créée est par certains côtés plus intéressante qu'en France. En Amérique, ce que j'ai jamais compris, qu'on ne fasse pas en France, si jamais tu te truandes sur tes impôts, entre guillemets, en Amérique... direct. Non, c'est taux direct, mais ils peuvent même aller te chercher à l'étranger. C'est vrai, parce que les Américains payent des impôts même s'ils vivent à l'étranger. Exactement. Alors, moi, j'aime pas, je suis pas américain. Mais sérieux, je rappelle quand même que les gens ne le savent pas, mais que c'est en Amérique, et pas en Russie, que les gens très très riches étaient condamnés à 90% d'impôts. C'est vrai. Je dis condamnés, je ne devrais pas le dire. Payer à leur écho 90% d'impôts. Je crois que jusqu'aux années 80, je crois. Moi, je sais plus, peut-être pas, mais 90% d'impôts, en France, qui se plaignent, parce que les mecs qui gagnent plus de 12 millions ou 13 millions d'euros payent 6 millions d'euros d'impôts, excusez-moi, il t'en reste encore 6. Mais non, c'est pire que ça, parce qu'en fait, l'impôt à ce niveau-là, déjà, se négocie à Bercy. Oui, en plus. Il se négocie à Bercy. Hein. Non, mais je sais. Et j'avais appris que les grandes fortunes qui dépassent le milliard ne payent que 0,6% d'impôts. Moi, j'ai pas le chiffre exact, mais je sais que... Bah, si c'est le chiffre exact, tu pourras le vérifier. C'est simple, plus t'es riche, moins tu payes, en France. Écoute bien. Plus t'es riche, moins tu payes. Plus t'es connu, moins tu payes de restaurant. C'est simple, net et sans bavure. Ceux qui payent totalement et partout, c'est les petits. Dès que tu montes dans les RH sociales et dans l'architecture, tu payes de moins en moins. C'est pas que les petits, c'est toute une classe moyenne. Bah, les petits. Ah, pour toi, c'est les petits? Ah ouais. C'est quoi aujourd'hui, 3 000 euros, c'est une classe moyenne, mais c'est quoi 3 000 euros aujourd'hui? Tu vis comment avec 3 000 euros? C'est vrai. Tu survis, donc faut arrêter. Aujourd'hui, maintenant, il y a de plus en plus, il y a les très riches, ceux qui arrivent à survivre, et les très pauvres. Qu'on fait se bagarrer ensemble. Hein. C'est vrai. Mais est-ce que ce système peut survivre? C'est pas possible. Bah si. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tout verrouiller et il est de plus en plus difficile de se battre. Moi, bientôt, je pense que dans 10 ans, je ne pourrai plus écrire ce genre de livre. Je ne pourrai plus. Déjà, ils sont en train de tout de resserrer sur des grosses boîtes d'édition. Je rappelle quand même qu'il y a un type qui s'appelle Bolloré qui vient d'acheter des boîtes d'édition, qu'il a même viré quelqu'un qui ne lui plaisait pas, qui s'appelle Isabelle Saporta, chez Fayard, parce qu'elle ne correspondait pas à ce qu'il voulait qu'elle publie. Donc ça va être de plus en plus difficile de s'informer. Quand tu sais que les journaux sont tenus, que les journaux télévisés te racontent la même soupe et que tu es au courant de la moitié des choses, et que tout est manipulé, parce que je vais revenir sur un truc qui me gonfle un petit peu, c'est la façon dont on a monté, d'un côté ou de l'autre, hein, dont on a monté en épingle les génocides en Palestine, qui est innommable. Mais personne ne parle des 15 000 morts qu'il y a eu au Kenya, ou du Congo, ou du Soudan. Là, tout le monde s'en fout. C'est vrai. Il n'y a pas de médiatisation. Mais heureusement qu'il y a des auteurs, enfin des maisons d'édition comme Max Milo, justement, qui eux en parlent. Max Milo, et je suis directeur d'édition de collection chez lui, on publie tout ce que les autres ne veulent pas publier. Avec preuve. C'est-à-dire que par exemple, Max Milo a sorti un excellent bouquin sur le Rwanda, qui remet les pendules à l'heure. Ouais, qui remet les pendules à l'heure. Il y en a plein qui n'ont pas aimé. Hein. Il y en a plein qui n'ont pas aimé. Je suis désolé. C'est factuel. Max Milo et moi-même, on ne publie rien si on n'a pas les preuves. Oui, mais ça va être de plus en plus difficile d'avoir les preuves. Ce gars de 3 000 euros, un jour, il va le voir sur sa propre peau. C'est-à-dire que, certes, il y aura le verrouillage médiatique et tout, mais si demain, on récupère le pavillon de ce pauvre gars... il est mort. Comment ça, il est mort? Mais les gens n'ont pas de mémoire. Je vais reprendre l'Allemagne, je vais prendre la France, je vais prendre 39-45, je vais prendre un tas de choses. Tant que c'est pas à ta porte et que c'est le voisin d'à côté qu'on emmène dans un camion, tu bouges pas. Et on en est là en France. Parce qu'en plus, tout est verrouillé. La sécurité sociale est en train de se casser la gueule. D'accord ? Le code du travail est détruit. Les hôpitaux sont détruits. Les écoles sont détruites. Le travail commence à se détruire et se précarise. Je rappelle qu'ils ont voulu, là, il n'y a pas longtemps encore, et je ne sais pas s'ils ne l'ont pas fait, supprimer les concours dans la fonction publique pour précariser, pour qu'il n'y ait plus que des CDD. Donc quand tu arrives dans cette situation, à quoi tu penses? Quand les syndicats, j'en parle même pas. Sauf, ça reprend un petit peu, excuse-moi, Madame Binet ouvre un peu sa gueule, mais les autres, je les entends pas trop. Hein, je les entends pas trop. Eh bien, plus de syndicats, plus de code du travail, plus de sécurité sociale, plus d'hôpitaux, plus d'écoles. Qu'est-ce que tu fais? Tu te refermes sur ta famille. Quand tu es obligé, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont obligés d'avoir 2 boulots.
2 boulots, parce qu'un seul boulot, ça ne suffit pas à payer tes crédits, ta voiture, les études des gosses, Internet, le téléphone, toutes les petites sommes qu'on paye, mais qui, à la finale, font des grosses rivières. Et bien, quand tu passes tes journées à travailler, que le samedi et le dimanche, tu es obligé d'aller bosser au black parce que tu as besoin de 150 €, que tu pourras bientôt plus faire parce que ce sera sur ta carte et il n'y aura plus de liquide, tu fermes ta gueule. Mais c'est pessimiste ce que tu dis, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échappatoire, ça veut dire qu'en fait, ces gros-là, ils réussiront toujours, en fait. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui encore dans la possibilité de se battre, mais que malheureusement, les gens se battent de Mais comment on se bat? En allant voter. Oui, mais il n'y a pas que voter. Déjà, non, il n'y a pas que. Mais déjà, il y a quand même des endroits où il y a eu 90% d'abstention. Alors là, je ne parle pas de ces élections-là. Mais en général, maintenant, les élections, c'est 60% de gens qui ne vont pas voter. Oui, mais regarde, voter, c'est bien, d'accord, je suis d'accord avec toi. Eh bien, arrêtez de voter pour des pourris. Mais en réalité, ceux qui se présentent, on n'a pas le choix sur ceux qui se présentent. Mais si, tu as le choix du bulletin blanc. Oui, mais le bulletin blanc, il ne compte pas. Mais il ne compte pas aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas assez. La seule façon d'exprimer son mécontentement, je dis par rapport aux gens qui nous dirigent, c'est d'aller voter, d'exprimer son mécontentement dans l'urne. Le panel politique ne m'intéresse pas, Mélenchon me fait chier, Macron m'emmerde, les autres c'est pas mieux, etc. Je mets un bulletin blanc, j'exprime mon mécontentement. Mais tout est fait pour soit que tu te disperses sur des petites voix, des petites machins, des petites bidules, parce que tout est fait pour ça aussi. Hein. Le fait qu'il y ait 11 ou 12 contre 1, ça s'appelle de l'essaimage. À partir du moment où il y a 11 candidats qui se présentent, on est sûr que les 2 dominants ou 3 dominants seront au second tour. Est-ce que je suis clair? Et donc, toutes les petites voix, ça m'intéresse. Parce que je les récupère au deuxième tour. Tu vois? Mais au premier tour, je suis sûr. Plus de 10%, c'est le parti de gauche, le parti de droite et maintenant le RN. Tu es sûr que ces 3-là seront au deuxième tour? D'ailleurs, tu n'as qu'à regarder sur l'ensemble des élections là, législatives. Il n'y a pas un seul petit candidat, sauf quelqu'un qui est là depuis 50 ans, qui est au deuxième tour. C'est ça la démocratie? Mais... Je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Le système électoral tel qu'il est fait et le pognon qui va derrière favorisent que les gros. Mais il faut quand même aller voter et dire non, je veux plus de ce système. Mais est-ce qu'il ne faut pas refaire un gilet jaune qui gagne? Ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que c'est fini, ils ont compris comment juguler. Je l'ai fait, les gilets jaunes, t'es au courant. Je le sais, bah oui, c'est ça que je pose maintenant, la question. Ils savent comment juguler une manifestation, ils savent comment manipuler, ils savent comment infiltrer des connards dans les leaders des gilets jaunes, ils savent comment bloquer une manifestation, la scinder en 4 ou 5 groupes dans une manif, comprimer les gens pendant 3 heures jusqu'à ce qu'ils s'énervent, qu'il y ait un type qui commence à machiner. Ils savent envoyer des black blocs qui sont des connards pour brûler des poubelles, etc. etc. Je ne parle pas des vrais black blocs, je parle des faux black blocs, hein, qui sont là uniquement pour casser et qui ont des belles images de destruction, pour faire peur aux autres gens pour les semaines d'après. C'est fini. Quelle manifestation va marcher aujourd'hui? Maintenant, tu as 4 millions de personnes dans la rue, en plus, ils s'en foutent. Les pétitions, ils s'en foutent. Et je vais même te dire pire. Moi, je signe plus, il y a une boîte où je ne signe plus de pétition à cette boîte-là, par Internet. Parce que j'ai appris que les patrons de cette boîte de pétition qui a des accointances avec l'Amérique revendaient les adresses IP. Est-ce que je suis clair dans ce que je suis en train de dire? Oui, j'imagine de renvoi de la pub. Non, t'as pas compris. Moi, je signe une pétition contre le nucléaire. Ouais. D'accord? Arevia me rachète le fichier de mes IP. C'est un bonheur pour eux. Ils ont tous les IP des gens qui sont contestataires. C'est un bonheur après. Hein. Mais j'ai pas envie de finir cette émission là avec un côté pessimiste. Mais je suis pas pessimiste, je suis hyper optimiste. Bah non, parce que là tu parles où la seule solution c'est la démocratie électorale. La démocratie électorale, bon. Non mais je suis pas. Même si avec le bulletin blanc, moi Et le bulletin blanc, il peut servir déjà à ce qu'ils rendent le bulletin blanc pas obligatoire. Si jamais si le vote est obligatoire, il deviendrait un vote politique. Mais à faire qu'on puisse manifester notre mécontentement. Aujourd'hui, on peut pas. On s'est fait baiser par la droite. On s'est fait baiser par la gauche. On s'est fait baiser par un type qui se prenait pour Kennedy, qui baisait une petite vieille, qui nous a plu. Non mais c'est la réalité, hein, c'est comme ça qu'on l'a vu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le RN, parce qu'on l'a pas encore utilisé. Mais une fois qu'on aura le RN, dans le système actuel, s'il ne change pas, j'ai bien peur qu'il se pourrisse aussi. Hein. Faut pas rêver. Hein. Parce que le système est tellement... Et je vous donne aussi un truc factuel par rapport à ça. Mai 2017, rappelez-vous.
Les mecs qui se sont présentés aux élections, c'était tous des gens de la société civile. On allait changer les choses. Les vieux politicards, on allait les virer. Nous, on allait faire de la politique autrement parce nous, on venait du peuple. On est un chef d'entreprise. On est une secrétaire. On est dans la bande à Macron. Vous allez voir ce que vous allez voir. J'ai les preuves aujourd'hui que sous le dernier gouvernement Macron, avant qu'on ait l'élection, 87 députés macronistes ne sont pas venus à l'Assemblée nationale pendant 1 an et demi. J'ai les preuves aujourd'hui. Ils ont été payés. Ah bah oui. Ah bah oui. Ces gens-là ne viennent pas. T'es professeur d'école, tu vas pas au boulot, t'es pas payé. Tu vas pas à l'usine, tu viens pas, t'es pas payé. Mais les députés, s'ils peuvent ne pas venir. J'ai un sénateur, je l'ai mis dans un de mes livres, il venait 1 fois par an. 1 fois par an. C'est un bonheur. Et ces gens-là ont été pires, entre guillemets, que les politicards qui voulaient remplacer. Donc, cherchez l'erreur. Ce qui prouve bien que c'est pas une question de parti, c'est une question de système. La soupe est tellement bonne quand tu es élu. Tellement bonne. Regarde. Les gens ont complètement oublié. Parce que le problème, c'est que les gens n'ont pas de mémoire. Covid, ça te parle? Eh bien, qui avait le droit de se déplacer? Qui avait le droit de ne pas se faire vacciner? C'est vrai. Qui avait le droit d'aller au restaurant? Les députés, nos sénateurs, c'est vrai. Qui avait le droit? Non, mais c'est vrai. Mais pourquoi? Au nom de quoi? C'est vrai. T'es pas contagieux, toi? Ah, mais toi, t'as le droit de ne pas te faire vacciner. Bah, tu me demandes de me faire vacciner, et toi, tu l'es pas. Expliquez-moi. C'est sûr. Non, mais t'as totalement raison. Excuse-moi, j'ai souvent totalement raison. C'est sûr. Et justement, c'est pour ça que pour l'instant, je le dis, je roule pas en scooter, je suis pas suicidaire, et j'ai un butin de santé. Ça, faut le dire, faut bien le préciser. Non, parce que ça, avec Macron, ça devient très très chaud. En tout cas, merci à toi, cher Philippe plaisir. Pasco. Le pouvoir du pire, achetez-le, vraiment, vous saurez tellement de choses. Les cons, ça ose tout aussi. Les cons, ça ose tout. Mais le pouvoir du pire, s'il y a un livre, le pouvoir du pire, vous apprendrez tant de choses sur la République. Merci à toi, cher Philippe. N'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Vous apprendrez aussi des choses. On est là pour informer. Moi, je pense que c'est l'information. On doit gagner la guerre de l'information. Je te dis une dernière chose. Pourquoi je pense qu'on va gagner? C'est parce qu'on est le nombre. Eux, ils ne sont que quelques dizaines. Nous sommes le nombre. Donc un jour ou l'autre, ça va péter. Anticorps aussi. portail@anticorps.org. Voilà, on l'a mis sur l'écran. Merci à toi. On va gagner. Voilà, on finit sur notre optimiste. Toujours. Merci à toi, cher Philippe. Passez une excellente soirée. Et nous, on se voit demain, 18h30. Allez, salut, ciao. Vous aimez Géopolitique Profonde? Nous aussi, on vous aime bien. Vous aimeriez peut-être nous le dire, mais vous n'avez pas toujours les mots? Alors exprimez-vous en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche. Cela ne semble rien, mais en réalité, cet engagement de votre part nous aide énormément dans notre travail. De plus, c'est simple, gratuit, et cela ne coûte aucun